Moi c'est Colin, alias Michel Chrome sur le Discord. Donc c'est moi qui vais présenter l'atelier d'aujourd'hui, qui est un atelier pour débutants. Donc il y a eu un sondage il y a quelques jours sur la page Facebook, il y a eu beaucoup de demandes de débutants pour des choses assez simples, qu'on s'intéresse un peu aux différents opérateurs, leurs utilités. Donc en partant de ça, moi j'ai décidé de vous proposer un workshop qui se base que sur les tops, donc les textures opérateurs, les petits nodes là violets qu'on voit ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ensemble le projet que vous avez sous les yeux, là que vous voyez sur mon écran. Et donc voilà, ça sera divisé en 6 étapes. On va y aller un peu mollo, et puis à chaque fin d'étape, on va ouvrir un peu les questions, essayer de prendre le temps de voir si tout le monde suit, si ça roule pour tous. Et il y aura 2 sessions où on ouvrira le salon vocal si vous voulez discuter, si c'est plus simple en audio qu'en texte. Donc comme je disais, l'idée c'est de créer ensemble ce petit projet que vous avez sous les yeux. Ça va nous aider à découvrir petit à petit les opérateurs principaux, leurs fonctionnalités principales et un peu le workflow, comment ça fonctionne, et arriver à un petit résultat comme ça que vous voyez. Du coup on peut attaquer je pense. Ok, du coup c'est parti. Ce qu'on va faire, hop, j'enlève ma webcam. On va commencer par ouvrir une session Touch Designer vide. Pour commencer tous un peu avec la même base. Ok. Première chose qu'on va faire, on va enregistrer le projet quelque part. Ça va être important pour la suite, puis si jamais vous avez un crash ou quoi, je ne sais quoi. Moi j'utilise la fonction Create Project Folder qui crée automatiquement un dossier qui va contenir tous les backups. Donc on va aller ranger ça. Check. Workshop. On va faire ça ici. Yes. Ok. Je vais enregistrer ça. Très bien. Je vais juste donner une petite info, Colin, avant. Pendant le workshop, s'il y a des soucis, si vous avez des bugs, etc., bah justement, vous utilisez le chat. Moi, je vais lire les messages et puis je vais intervenir de temps en temps comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Le workshop, il va se dérouler en 6 étapes. Et en plein milieu du workshop, on s'arrêtera aussi pour ouvrir les vocales à tout le monde, qu'on puisse même échanger directement comme ça, chacun avec nos micros. Donc, préparé pour tout ça. Ouais, merci Charlie, j'avais oublié de préciser ce point-là. Ok, donc on va partir du principe que tout le monde a devant lui une session Touch Designer vide. Bon, je pars un peu du principe que tout le monde a une connaissance basique de l'interface. Je vais pas aller trop loin dans les détails. J'espère que vous avez déjà tous eu l'occasion d'ouvrir au moins une fois Touch Designer. Je vais juste faire un petit point, on va dire vocabulaire, histoire qu'on parle tous la même langue. Donc là, devant nous, ce qu'on a, l'espace de travail, c'est dans le langage Touch Designer, c'est le network. Donc j'en parlerai comme ça. Lorsqu'on double-clique dans le network, on ouvre une fenêtre qui s'appelle OP Create qui permet de créer des opérateurs. Donc c'est ce qu'on va faire pendant tout le workshop. Donc on double-clique n'importe où dans le network. Dans l'OP Create, on peut utiliser le clavier pour faire des recherches. Pour chercher un opérateur spécifique. Là, donc ça vient de mettre en surbrillance. Donc ça, c'est un opérateur. Un opérateur. Si je crée un deuxième opérateur nul, par exemple ici, les opérateurs sur la gauche, ils ont des entrées. Sur la droite, ils ont des sorties. Je les appellerai comme ça, entrée, sortie. Et entre des sorties et des entrées, on peut créer des liens. Donc j'appellerai ça des liens aussi. En faisant clic droit sur un lien, on peut le supprimer éventuellement, le créer à nouveau, ou insérer des opérateurs dedans. Je vais essayer d'utiliser le minimum de raccourcis pour essayer de perdre personne. Je vais essayer de pas aller trop vite et d'utiliser systématiquement OP Create, faire les liens à la main, histoire que ça aille un peu plus doucement. Lorsqu'on clique sur un opérateur, on a ici en haut à droite une fenêtre qu'on va appeler la fenêtre de paramètres. Et chacune de ces lignes là, chacun de ces champs de valeurs, c'est un paramètre. Donc voilà. Ici, typiquement, j'agis sur un paramètre. Ok. C'est vraiment juste histoire qu'on parle tous un peu la même langue, quoi.
Quoi d'autre là-dessus yes, c'est tout. Allez, rentrons un peu dans le dur. J'ouvre la fenêtre OP Create. Donc nous on va s'intéresser que au top. Donc là on voit que c'est divisé en plusieurs onglets, qui ont des couleurs différentes. Nous aujourd'hui on va se focaliser uniquement sur les tops. J'ai fait ce choix là parce que je pense que pour se focaliser vraiment bien sur le fonctionnement des opérateurs, c'est cool de s'intéresser à une partie. On va essayer de pas trop se disperser. Et je pense que c'est avec ces opérateurs là qu'on peut rapidement arriver à des résultats qui sont cool et motivants pour continuer ensuite tout seul. Première chose qu'on voit dans cette fenêtre là, il y a des opérateurs qui ont des backgrounds de couleurs différentes. Donc on a des opérateurs qui sont foncés et d'autres qui sont plus clairs. Ça a du sens. Les opérateurs qui sont sur des fonds plus sombres, on va dire que c'est des opérateurs qui servent de générateurs. Donc c'est typiquement ce qu'on va trouver en début de chaîne. Et on va voir tout de suite en créant un générateur très simple, qui est le rectangle. On va créer un rectangle ici. Ok. Donc le rectangle il suffit en soi. Quand on crée, on regarde sa fenêtre de paramètres. On voit qu'on peut agir sur tout un tas de paramètres, notamment sa taille. Je peux changer ici. Ok, sa taille, visiblement c'est la taille en largeur. Ici, en hauteur. Donc là on voit que c'est la taille elle est exprimée en une fraction enfin elle est exprimée entre 0 et 1 quoi. On peut utiliser le petit menu qui est ici pour switcher en mode pixel, auquel cas je peux venir régler directement la taille en pixels. Ok, je vais rester en fraction pour ma part. Il y a tout un tas d'autres paramètres qui existent qui servent à par exemple régler la couleur de remplissage, l'alpha du remplissage, la couleur de background qui par défaut a un alpha à 0. Pour le moment on va activer l'alpha du background. Ah ok, c'est limité à 25 utilisateurs. Merde. On est déjà à 25. Ok, cool. Bon bah. Ouais, c'est un petit problème que j'ai. Ouais, malheureusement on peut pas élargir ce qui. Ouais, on s'est rendu compte un peu tardivement de ce problème et il faudrait payer en fait pour augmenter les possibilités du serveur. Donc, au pire des cas, je vais être un petit peu moins présent là et puis je vais essayer de payer maintenant. On pourrait être un peu plus parce que c'est vrai que là 25 c'est un peu plus. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire avec notre rectangle? Pour le moment, on va le laisser la fill color en blanc. Donc là, on a d'autres paramètres qui servent à régler la bordure, tout ça. Je pense que le nom des paramètres parlent d'eux-mêmes pour un générateur aussi simple. On va mettre sa size à 1 et sa hauteur, on va la mettre à 0,3. Voilà, on va faire quelque chose comme ça sur un fond noir. Donc on active bien le background alpha. Sur les top opérateurs, on a une page qui s'appelle Common, dans laquelle on va pouvoir décider de la résolution de l'opérateur. Donc ce qui m'amène un peu à la définition que j'ai squeezé juste avant de qu'est-ce que c'est un top. Top, ça veut dire texture opérateur, c'est-à-dire que c'est toute cette famille d'opérateurs violets là. Ils servent à traiter avec des textures, donc au sens plus large. Donc ça a des possibilités assez infinies dans Touch Designer, ça peut servir à beaucoup de choses. Basiquement, on va résumer en disant que ça sert à traiter de l'image 2D. Donc traiter voilà, simplement des images. Donc ce rectangle là, on voit que je peux changer sa résolution. Je vais la mettre à 1280 et je vous invite à faire pareil. Par 1280, c'est la résolution maximum qu'on peut faire avec une licence non commerciale. J'imagine que pas mal d'entre vous travaillent avec des licences non commerciales. Ok, on a un rectangle. Je vais créer un nouvel opérateur. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, on a sur fond sombre des opérateurs qu'on peut considérer comme des générateurs, c'est-à-dire qui vont créer de l'image. Et tous les autres qui sont sur fond plus clair, qui vont plutôt être on peut appeler ça des filtres, en tout cas des opérateurs qui vont plutôt servir à transformer cette image. On va commencer avec un filtre assez simple et très courant, qui s'appelle Transform, que je vais créer ici, et je vais relier les deux. Donc, je vais relier la sortie du rectangle dans l'entrée du Transform. Pour le moment, rien n'a changé ici dans le Transform. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vois que j'ai des options de Translate. D'ailleurs, je vais profiter de ce moment pour vous montrer juste un petit trick, je sais pas, pour les débutants que vous connaissez peut-être pas. Pour changer les valeurs dans les champs de paramètres, vous pouvez le taper au clavier évidemment.
une autre manip qui est très pratique qu'on va utiliser beaucoup, c'est de maintenir un clic milieu. Donc si vous avez une souris 3 boutons évidemment, maintenir un clic milieu, ça ouvre ce petit menu qui s'appelle le Value Ladder. Tout en maintenant cliquer au milieu, vous vous déplacez sur une échelle. Donc là par exemple je vais me mettre sur point 1. Et ensuite en vous déplaçant latéralement, donc gauche-droite, je viens incrémenter ce paramètre de 0,1 en 0,1. Ça permet d'aller très vite, de faire des réglages très rapides. Donc là, si je choisis 0.01, je vais affecter plus finement et là je peux aller au millième pour être encore plus fin. Voilà, petit point de détail que je vais utiliser pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce transform pour transformer simplement notre rectangle? Donc on peut agir évidemment sur le déplacer, donc de gauche à droite, de haut en bas. On peut jouer sur son échelle. Ok. Je peux aussi faire tourner et choisir le point de pivot. Bon, c'est des paramètres qui sont assez parlants en soi. Je vais pas m'attarder plus dessus. Et je pense que c'est des choses que vous avez déjà pu voir dans des logiciels plus traditionnels comme Photoshop ou After Effects, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va commencer juste, on va faire un réglage très simple. On va changer la scale de la hauteur. On va la mettre à 0.08. Ok, voilà. Donc ce que j'obtiens, j'ai mon rectangle qui est tout écrasé maintenant au milieu. Et je vois que autour de mon rectangle, j'ai un damier qui apparaît. Donc, ce qui veut dire ce damier, c'est que dans le damier, en fait, ça exprime un endroit où il n'y a pas d'alpha, c'est-à-dire qu'il y a de la transparence. Là, ma texture, elle a un rectangle au milieu avec un fond noir, et autour, c'est transparent. Dans le transform, j'ai une petite page là-haut qui s'appelle Tile, dans les paramètres, qui va me permettre de décider si une de mes transformations vient à faire apparaître un fond transparent, c'est-à-dire si je tourne ma texture, si je viens la modifier sa taille et que je fais apparaître un fond transparent, je peux décider ici de ce qui se passe dans ce fond transparent. Donc en l'occurrence par défaut c'est réglé sur 0, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, ce sera transparent. Si je viens choisir par exemple Hold, il va utiliser le dernier pixel au bord de cette texture là, de la texture d'entrée, et la répéter à l'infini dans toute la partie transparente. Donc ça peut être une solution. En l'occurrence, nous, ce qu'on va utiliser, c'est le mode repeat, c'est-à-dire que partout où il n'y a pas d'information, en fait, le transform il va se contenter de répéter ce qu'il avait en texture d'entrée. Donc ça, c'est la fonction que nous on va utiliser. On va rester comme ça, en l'occurrence, et on va sur le rectangle désactiver le background qu'on avait activé, ce qui va nous permettre d'avoir cette espèce de grille de rectangle sur fond transparent. Ok, donc là on a un générateur très simple, un filtre très simple, où on a déjà créé un premier effet. On va s'intéresser à un autre... Ah oui, attendez, juste un truc que je voulais préciser. Donc là je vous fais des explications un peu rapides, parce que je voudrais qu'on arrive à la fin du mini-projet. Je ne vais pas détailler tous les paramètres de tous les opérateurs, je pense que ça serait extrêmement inintéressant et beaucoup trop long. J'ai essayé de vous expliquer les paramètres les plus importants, ceux qui ne parlent pas forcément d'eux-mêmes, donc typiquement pas les paramètres de translate ou scale. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça, donc très important pour trouver de la documentation et travailler tout seul. Donc là, ici, vous avez un petit raccourci dans tous les opérateurs. Petit raccourci ici, le point d'interrogation blanc, si je clique dessus, qui va m'emmener automatiquement sur le site de dérivative à la page qui décrit cet opérateur. Donc là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la référence. Donc ça va être des informations assez brutes qui expliquent vraiment basiquement chaque fonction des paramètres. Ça peut être un petit peu rude quand on est débutant parce que c'est du langage très technique où on ne va pas forcément maîtriser toutes les spécificités. Mais c'est quand même important de le savoir, il faut toujours aller lire un peu ça. Autre chose très importante, ici là quand vous faites un clic droit sur un opérateur, vous avez accès à un menu qui s'appelle Operator Snippet. Je pense qu'il y a plein de débutants qui ne savent pas que ce truc existe et il faudrait vraiment que tout le monde sache que ça existe. Si je clique ici, ça va ouvrir une deuxième fenêtre Touch Designer qui va s'ouvrir tout de suite. Voilà, ça va m'ouvrir cette fenêtre là.
qui est en fait un truc intégré à Touch Designer par défaut, dans lequel on va trouver des exemples d'utilisation de pratiquement tous les opérateurs, en tout cas les plus courants. Donc là, par défaut, automatiquement, ça m'a emmené sur la page du transform, puisque c'était un transform sur lequel j'ai fait clic droit. Ici, j'ai plusieurs exemples différents avec une petite explication. Et donc je peux observer différents types d'utilisation du transform, et surtout je peux aller moi-même toucher un peu, voir qu'est-ce que ça fait quand je modifie les paramètres ici. Les changements en fait ils ne seront pas enregistrés. Vous pouvez aussi sélectionner ces objets, les copier et les coller dans votre projet principal si ça vous intéresse de récupérer cette partie là. C'est une mine d'or ce truc, il faut vraiment régulièrement y aller, regarder. On peut directement accéder aux opérateurs par ici et voir un peu les différentes fonctions. Il faut vraiment prendre le temps d'aller voir. Même pour les gens qui sont plus confirmés, c'est une mine d'or. Tout est référencé ici, c'est plutôt mis à jour régulièrement, donc voilà, c'est hyper important comme ressource. Et souvent, je vais vous dire d'aller voir ce truc-là pour aller plus loin sur l'utilisation d'un objet. Ok. On a notre rectangle et notre transform, on va essayer d'avancer un peu plus vite. On va voir un deuxième type de générateur qui est très important et qui sert beaucoup, c'est le noise. Donc on va créer un noise ici. On va commencer tout de suite par le mettre à la bonne résolution, notre résolution de travail. On a vu tout à l'heure, 1280 par 1280 dans l'onglet Common là-haut, à droite. Ok, le noise, qu'est-ce que c'est? C'est une opération, c'est un calcul mathématique qui permet d'obtenir cette chose, qui est une alternance de pixels qui alterne entre du noir et du blanc, qui a l'air plutôt aléatoire. Ici, on peut régler donc, le type d'opération mathématique qui va permettre de générer ce noise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on va rester nous sur le paramètre par défaut qui est simplex 3D. Ici, je peux agir sur la période, donc on va plutôt dire pas la finesse, mais bon, ici on peut dire un peu la finesse du noise. Je ne vais pas m'attarder sur ces paramètres-là. Et ici, on voit qu'on a de l'amplitude, on peut gérer sur l'amplitude, donc la différence de niveau entre les noirs et les blancs. Et ici, l'offset général. Ça, c'est des paramètres dont on va se servir tout à l'heure. Je vais rester là avec les paramètres par défaut pour le moment. Ici, on peut décocher monochrome pour passer en couleur. Pour le moment, on va s'intéresser seulement au noise noir et blanc. Ça nous permet déjà de faire pas mal de choses. Ok. Comment on pourrait déjà commencer par mixer un peu tous ces trucs-là pour obtenir un résultat un peu intéressant? On va ouvrir de nouveau OP Create et créer un filtre qui s'appelle le Displace. Donc le Displace, je vois qu'il a deux entrées. Dans l'entrée du haut, on va brancher notre transform. La croix rouge signifie qu'il est en erreur. Si je clique dessus, je vois qu'il me dit qu'il n'y a pas assez de source spécifiée. Il attend quelque chose en entrée. Et on va voir ce que ça fait quand on lui met du noise dans sa deuxième entrée. Ok, on commence à avoir quelque chose de fun. Qu'est-ce qu'on va regarder un peu ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe avec le displace en fait? Lui, il prend une première entrée, une texture source. Et ensuite, il va utiliser la deuxième texture qu'on lui donne pour déformer la texture qu'il a reçue dans l'entrée. Je veux dire déformer pour faire simple. Encore une fois, si vous voulez savoir plus en détail l'opération qui se passe derrière, vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation et lire un peu la documentation qui est associée. Donc là, on voit qu'on retrouve un peu le pattern qui est créé dans le noise ici dans le displace, et qu'on va peut-être pouvoir toucher des trucs pour faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, si je joue sur l'amplitude, donc je sélectionne mon noise, je touche au paramètre du noise. Ok, je vois qu'il se passe des choses. Donc, je vois que plus je touche à l'amplitude, plus le displace est important. Ok, ça va être intéressant. Mon offset est toujours à 0,5, c'est-à-dire que quand je vois que cet opérateur, quand je lui envoie une texture grise, moyenne, il ne se passe rien. Plus j'amplifie le noise, plus il se passe quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler notre displace. Le displace weight. Ici. Je vais pas décrire tous les paramètres qui sont là, parce que c'est des opérations un peu complexes. Et en fait, en réglant simplement le noise, on va réussir à se servir de displace sans plus de réglages que ça. On va simplement désactiver ici la displace weight. Le premier champ, vous le mettez à 0. C'est-à-dire qu'on va on ne va pas agir sur le displace horizontal, on va agir uniquement sur le displace vertical. C'est le seul réglage qu'on va faire. Donc displace weight ici à 0, le premier champ.
Et ensuite, dans le noise, on va régler notre amplitude pour voir quelque chose de... Donc on va régler assez bas, on va se mettre à quelque chose de comme 0,02. Ok, pour avoir quelque chose un peu comme ça qui ressemble au projet que j'avais fait à la base. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a un effet de crénelage qui est pas très beau, enfin qui pourrait être désiré, qui pourrait être fun à exploiter, mais en l'occurrence, moi j'aimerais avoir une déformation qui soit très smooth. Ça nous amène à un paramètre très important qui est commun à tous les tops. Donc je vais aller dans le noise, page common, là où on a réglé la résolution tout à l'heure. En bas, vous avez un paramètre qui s'appelle pixel format. Qu'est-ce que c'est le pixel format? On va dire que c'est la précision des couleurs dans la texture. Ici, elle est réglée en 8 bits fixed, RGBA. Qu'est-ce que ça veut dire donc ça, quand on ne parle pas cette langue mystérieuse? Ça veut dire que chaque couleur de chaque pixel à l'intérieur de cette texture, chaque pixel donc décrit une valeur de rouge, une valeur de vert, une valeur de blanc et une valeur d'alpha. Ça c'est ce qui est expliqué. Donc ça c'est RGBA. C'est-à-dire que chaque pixel contient 4 informations qui décrivent sa couleur et sa transparence ou non. Et 8 bits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune de ces couleurs peut prendre 256 valeurs différentes entre 0 et 255. Et donc en mixant ces valeurs, comme vous pouvez le faire par exemple dans des logiciels comme Photoshop ou quoi, quand vous réglez des couleurs, en réglant ces couleurs entre 0 et 255, on arrive à faire toutes les couleurs possibles, y compris du blanc. Si je clique dessus, je vois que j'ai différents choix, notamment dans les premiers choix, 16 bits et 32 bits. Donc on va choisir 32 bits, et on va voir que par magie, ici, ça a totalement réglé notre souci d'escalier un peu là. Pourquoi? Parce que du coup on vient de demander au noise de non plus calculer ces pixels sur 256 valeurs par couleur, ce qui est en fait assez limité. Il les calcule maintenant donc non plus sur 8 bits mais sur 32 bits, c'est-à-dire qu'on a maintenant une précision qui est de l'ordre de plusieurs millions de valeurs possibles par couleur. En gros, voilà, pour résumer, on parle ici vraiment de la précision des couleurs de la texture. Et quand on va faire des opérations comme ça en mixant plusieurs textures, ça va souvent être un problème qu'on va avoir et qu'il va falloir régler. Donc par défaut, je peux même vous encourager à presque tout le temps travailler au minimum en 16 bits, même si le réglage par défaut c'est 8 bits. Ok, ici on va se mettre donc, pour reprendre, le noise, il est en résolution 1280 par 1280, pixel format 32 bits. Si vous avez des questions là-dessus, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais c'est des concepts sur lesquels je pense que je ne vais pas trop m'attarder. Je voulais quand même en parler parce que c'est important, parce que ça peut provoquer d'autres problèmes qu'on verra plus tard. Voilà, pour le moment, l'important c'est juste que ça soit réglé comme ça. Ok, on a notre displace, on commence à avoir un effet qui est sympa. Ce qui serait encore plus sympa, ça serait de l'animer. Donc on va regarder sur le noise. Avant de passer à la suite, on va s'intéresser juste à la page ici transform dans les paramètres. Donc c'est le paramètre de transform. Qu'est-ce que ça va faire si on agit dessus? On va regarder tout de suite. Par exemple le translate. Si je le fais bouger, je vois que ma texture a l'air de bouger de gauche à droite. Ok. Je reviens à 0. Si j'utilise le translate Y, le deuxième, je peux les déplier ici pour voir mieux. Ok, là on voit pas. Si je regarde ici, okay, visiblement la texture se déplace de haut en bas. Et le TZ qui est un peu plus mystérieux, je vois que visiblement ma texture est en train de bouger un peu partout à la fois. Ici on travaille avec un type de noise qui s'appelle Simplex 3D. Pour résumer, faire une analogie qui résume très simplement le fonctionnement, on pourrait imaginer que avec ce noise là, la règle est telle qu'elle, qu'on a une caméra qui regarde un genre de nuage. Ici on peut agir sur le grain un peu de ce nuage là, quoi, changer son apparence. Voilà, par exemple ça. Et avec ces paramètres de transform, on peut imaginer qu'on serait en train de déplacer notre caméra, donc de gauche à droite, de haut en bas. Et TZ, du coup, on serait en train de déplacer notre caméra au travers du nuage, comme si on était par exemple en train de traverser le truc. Ce qui crée cet effet un peu sympa là. Pour la suite, donc je ne vais pas m'attarder plus sur cette question. On va juste faire une expression Python très très simple. Ce sera la seule du workshop qui va nous permettre d'animer ce paramètre-là et de le faire augmenter au fil du temps pour avoir un noise un peu animé. Cette expression, elle est très facile.
je la tape devant vous, hop. Ok. Je vais pas rentrer dans le détail. J'ai décidé de faire juste cette expression Python parce que ça m'évite de créer plein d'autres opérateurs que je vais devoir expliquer pour faire cet effet-là. C'est la seule expression qu'on fera pendant ce workshop qui va rester débutant et se focaliser que sur les opérateurs et pas sur le Python. Donc ici on tape simplement appstime, je vais copier-coller ça dans le chat. Vous les lire tous. Dans le champ, donc on est dans le noise, page transform, dans le paramètre translate tz, le troisième champ ici. On tape appstime, pas oublier la majuscule sur le t, .seconds, /10. Alors, ce qu'on est en train de faire tout simplement, c'est d'utiliser un compteur qui est Internet Designer et qui compte les secondes au fil du temps, et le diviser par 10 pour le ralentir un petit peu. Donc là, ce que c'est en train de faire, c'est qu'au fil du temps, ça augmente continuellement notre translate Z dans le noise et ça crée cette petite animation là. Et du coup, le résultat, pardon, j'ai changé les paramètres entre temps, excusez-moi. Donc l'amplitude, on la laisse à 0,02, même 0,015. On pourrait même aller un peu en dessous. Ouais, 0,008, ça a l'air pas mal. Donc là, je vois plus vraiment la différence dans le noise, mais ici, ça fait un effet assez cool. Ok, donc là, on a un noise avec une expression ici dans le TZ que vous pouvez trouver sur le chat. Ici dans Command, on est en 1180 par 1180, le pixel format en 32 bits. Et les réglages du noise, ils sont tous par défaut. L'amplitude est à 0,08 et l'offset à 0,5. Ok, on a bientôt terminé l'étape 1. Si vous avez des questions, vous pourrez passer ensuite. On va créer un nouveau générateur simple qui s'appelle le circle, qu'on va mettre ici et qu'on va tout de suite régler à la bonne taille comme les autres opérateurs, 1280 par 1280. Ok. Donc le circle, il ressemble beaucoup au rectangle. C'est un générateur très simple qui permet de créer un cercle tout simplement. Donc on peut gérer son radius, son rayon pardon, très simplement. Donc là par exemple ça crée une ellipse si je mets une valeur différente en x et en y. Son centre, le faire tourner mais on verra pas la différence du coup. Régler sa couleur. En l'occurrence on va lui mettre une couleur pour mieux se rendre compte de l'effet d'après. Alors ici je vais le laisser à 0,4. Voilà. Des paramètres liés à la bordure, je pense que tout ça c'est des choses qui sont assez faciles à prendre en main seul, donc je vais avancer et on va créer, attendez, je vais juste un truc, okay. On va créer un objet hyper important qu'on va utiliser tout le temps qui s'appelle le composite, qui est un filtre aussi, en tout cas qui permet de faire fonctionner plusieurs textures ensemble. Ok. Dans ce composite, je vais aller brancher mon displace et le comp. Donc déjà, première chose, le composite, c'est un opérateur un peu particulier, au sens où il n'a pas un nombre prédéterminé d'entrées, comme vous pouvez le voir ici. Le displace, il a 2 entrées bien distinctes. Le composite, il en a, si je débranche là, il en a visiblement qu'une seule, mais qui est plus large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut brancher un nombre illimité d'opérateurs dessus. Il n'a pas de nombre limité d'entrées. Toutes les entrées font plus ou moins la même chose et vont toutes être utilisées par le composite. Donc là pour le moment on va brancher nos deux sources dedans. Je vois que déjà on a un résultat qui apparaît. Qu'est-ce que fait le composite? Le composite c'est l'opérateur qui permet de, pour utiliser du vocabulaire d'autres logiciels, on va dire de compositer des textures ensemble ou de choisir en tout cas, un blend mode peut-être, ça peut parler plus à d'autres gens. Donc ici dans le paramètre opération on va pouvoir choisir le type de blend mode. Vous allez retrouver sûrement des choses qui vous sont familières comme add, donc le multiply qui est par défaut, des choses comme inside, soustraction, voilà. Donc là ça va vraiment faire une opération mathématique qui est indiquée ici entre les deux textures, enfin entre toutes les textures qui sont branchées dedans.
Donc là, il soustrait, typiquement, je sélectionne Subtract, il va soustraire ce bleu à la couleur qui est ici, et du coup, on voit apparaître la couleur donc du blanc moins du bleu, ce qui nous donne cette espèce de orange. Si je sélectionne par exemple le mode Over, je vois que j'ai ma source 1 Displace qui se retrouve par-dessus ma source Circle, ici. Comment choisir quelle source sera au-dessus, quelle source sera en dessous? C'est tout simplement l'ordre des entrées. Donc si par exemple je débranche ces deux opérateurs, que je branche en premier le Circle puis le Displace, ça va maintenant être le Circle qui est en premier. Et on voit ça à l'ordre ici des entrées. On le voit aussi ici dans les paramètres, dans le composite, ici dans la fenêtre de paramètres. Je vois qu'en fait pour chaque entrée branchée dessus, ça me crée une petite ligne, et grâce à la flèche qui est ici, je peux changer l'ordre des entrées. Donc pour certaines opérations, ça n'aura pas d'influence. Pour d'autres comme le Over, qui détermine vraiment l'ordre des couches, comme vraiment des layers empilés les uns sur les autres, ce paramètre va être super important. Moi, ce que je voudrais faire ici comme opération, c'est une opération assez simple qui ne tient pas compte de l'ordre des entrées. C'est le multiply, donc le paramètre par défaut. On va se mettre en multiply, et notre circle, on va lui remettre sa couleur de remplissage en blanc. Ok. Donc en fait, ça revient à découper vulgairement notre texture qu'on venait de créer dans un cercle, comme ici. Ok. Donc on a presque terminé l'étape 1. Pour la terminer, ce que je vais faire, c'est créer un opérateur qui est un nul, brancher mon compte dedans. Alors qu'est-ce que c'est un nul? Un nul, c'est un opérateur qui en soi ne sert à rien. C'est-à-dire que si je regarde sa fenêtre de paramètres, il n'y a aucun paramètre sur lequel je peux agir. C'est simplement un opérateur qui va me permettre d'organiser mon network, c'est-à-dire de venir organiser, enfin voilà, avoir une étape intermédiaire éventuellement, étape que je peux renommer, et que je vais d'ailleurs tout de suite renommer en étape 1, et que je vais pouvoir utiliser à d'autres endroits de mon projet pour récupérer cette texture éventuellement. Et ça va vraiment permettre, c'est vraiment des raisons d'organisation et d'amélioration du workflow. Un nul en soi n'agit en rien sur les textures, et d'ailleurs il ne coûte rien en ressources. On peut en mettre autant qu'on veut, des nuls. Et en faisant le raccourci C dans le network, je vais acheter une petite palette de couleurs. Je vais colorer les étapes importantes en vert, comme ça, voilà. Donc là on a notre étape 1, on a une texture carrée de 1280 par 1280. Je peux le voir en faisant un clic milieu dessus, ou en sélectionnant le petit info là-haut. Je vois ici, voilà, 1280 par 1280. Voilà notre première étape. Ok, c'est parti pour l'étape 2. Je vais essayer d'aller un poil plus vite. On va voir un nouveau type de générateur qui s'appelle en RAMP, R-A-M-P. On va créer là, voilà, qui vient créer un dégradé. Je vais le colorer en jaune puisque c'est un générateur dans notre langage. Le RAMP, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un dégradé. Je vais tout de suite le régler. Non, je vais pas tout de suite le régler justement. On va voir justement ce que ça fait. Donc je vois qu'ici j'ai des paramètres de couleur. J'ai une espèce de petite fenêtre tout en haut là, dans laquelle je peux venir créer en cliquant des clics gauche, créer des points et les déplacer. Et pour chaque point, je peux indiquer une couleur. Ok. Donc là par défaut c'est en Hue Saturation Value Alpha. Si je clique ici, petite icône en haut à gauche, je peux passer en RGB si vous êtes plus à l'aise avec les valeurs RGB. Et donc je peux créer plusieurs points comme ça avec des couleurs. Ça me permet de créer des dégradés qui sont tout à fait magnifiques comme vous pouvez constater. Vraiment hideux comme choix de couleur. Et si on prend un petit, là une des petites, ça s'appelle ça une key, si on prend une clé comme ça et qu'on la fait glisser en dehors de la fenêtre, elle disparaît. Voilà. Ok, là je suis revenu à mon réglage initial. Ce qu'on va faire avec ce REM, c'est qu'on va colorer notre composition qu'on a fait au début. Bon, je vais l'utiliser. Là le type de dégradé, je vais choisir circular. C'est un dégradé qui part du centre et qui s'étend vers les côtés de l'image. Alors pour ma part, je vais mettre au centre quelque chose. On va mettre du blanc, et sur l'extérieur, on va mettre un bleu, quelque chose comme ça peut-être. Ok. Ici, j'ai des paramètres qui me permettent de jouer sur la période, c'est-à-dire combien de fois le pattern va se répéter dans l'agence de l'image. Par défaut, c'est 1.
Donc je vois que j'ai mon cercle qui me touche les bords. La phase qui est très utile pour créer de l'animation, nous on va la laisser à 0. Je peux choisir le centre de mon dégradé. Pareil, nous on va le laisser à 0. Donc ça c'est des paramètres assez faciles à prendre en main. Ici je vois un paramètre qui s'appelle extend left, qui revient presque à ce qu'on a fait tout à l'heure avec le transform quand on a répété la texture. Par défaut, le dégradé se répète lorsqu'on modifie la période. Et c'est ce qui fait que là, autour de mon image, j'ai du blanc, ça me plaît pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans Extend Left, là, choisir Hold. Voilà, j'ai un dégradé qui me plaît un peu plus. Et maintenant, je vais essayer d'aller jouer un peu sur la période, voir faire un petit dégradé qui me plaît un peu comme ça. Voilà, je voudrais avoir un blanc assez léger au milieu, qui tient vers un bleu un peu plus sombre sur les côtés. Ok. Maintenant, je voudrais mixer ça avec mon étape 1. Du coup, pour ça, on pourrait utiliser un composite comme on l'a fait ici et chercher un mode de blend pour mixer nos deux couleurs. En l'occurrence, il existe. Alors, le composite, il a tout un tas d'opérations possibles qu'on voit dans ce menu-là. Pour les opérations les plus courantes et les plus simples, il y a des opérateurs qui servent à les faire directement. Donc là, par exemple, pour faire un multiply, je peux chercher multiply. Et j'ai aussi un opérateur qui est un multiply qui lui a que 2 entrées, dans lequel je peux brancher mes deux sources ici. Voilà. Le multiply qui est là fait exactement le même job que le composite ici, réglé en multiply. C'est deux façons différentes d'arriver au même résultat. La seule différence entre les deux, c'est que le composite il peut prendre un nombre illimité d'entrées, et le multiply n'en a que deux entrées possibles. Et le composite évidemment peut choisir, enfin il peut proposer tout un tas de modes de blend. Le multiply ne fait qu'une seule opération. Pourquoi se servir de ça plutôt que d'un composite? Il n'y a pas vraiment de raison, c'est pour vous expliquer. Principalement, je veux juste vous expliquer que voilà, on peut arriver au même résultat avec des objets différents. L'autre raison, mais c'est pour un usage plus avancé, il se trouve que si on en utilise beaucoup, un multiply va consommer un tout petit peu moins de ressources qu'un composite qui fait la même chose. Mais c'est vraiment anecdotique et là on parle d'optimisation à plutôt grande échelle. Donc on a créé ce multiply qu'on aurait pu faire avec un comp, comme je le disais. Et donc il va venir multiplier notre couleur par notre pattern qu'on a créé avant, et voilà, on obtient ce truc là. Et on voit que c'est terriblement pixelisé, c'est absolument immonde, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, c'est que le ramp qu'on a créé avant, si je vais dans la page common, j'ai pas modifié sa taille. Je l'ai laissé à la taille par défaut qui est très basse, 256 par 256 pixels. Et du coup, visiblement, mon multiply n'a pas trop apprécié ça et du coup a visiblement réduit la taille. Et donc là, je peux le voir en cliquant dessus. Enfin, en clic milieu dessus, je vois que sa taille a passé maintenant à 256 par 256. Alors qu'ici, je travaillais en 1280 par 1280. C'est pas un hasard s'il fait ça. Il y a un paramètre qui sert à régler ça, qui est là-haut dans le multiply, qui est là-haut et que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le composite, puisque le composite fonctionne de manière identique. J'ai un paramètre là-haut qui s'appelle fix layer. Qu'est-ce que c'est le fix layer? C'est donc ça porte assez bien son nom. C'est quel layer va être fixe et va donner, par défaut ses paramètres de taille, de pixel format, et donc ce layer là sera fixe si on applique une transformation dessus, enfin sur l'opération finale. Là je vois que par défaut mon fix layer c'est l'input 2. Donc là, le multiply est en train d'utiliser l'input 2 comme référence, on peut le dire, de taille et de pixel format. J'y reviendrai un petit peu après, on va revoir ces options-là. Pour l'instant, on va juste parler de ce fix layer. Si je zoome un peu dessus. Si je passe en input 1 ici, je vois que ça règle le problème de pixelisation. Si je fais un clic milieu, je vois que je suis bien passé à 1280 par 1280. Et donc automatiquement, le multiply, la texture qui vient du ramp 1 qui elle est en 256 par 256, cette texture elle est étirée pour correspondre à la taille de la première. Donc là dans notre cas, c'est un dégradé, on voit pas vraiment la différence. Si c'était une image plus définie, on verrait que l'image a été étirée et que les pixels ont été un peu étirés. Donc on peut laisser comme ça, si on voit pas la différence, s'il n'y a pas de raison. On pourrait aussi changer la taille ici pour avoir deux tailles identiques et ne pas avoir de problème. Donc là, ça nous a permis de voir l'utilité de ce fix layer, une des utilités de ce fix layer. Le fix layer donne à la suite du network sa taille et son pixel format.
Ok, on a maintenant coloré un peu notre composition. On va regarder comment créer un effet, de fausse ombre pour placer en dessous. Alors on va créer un node qui s'appelle un level, qui est encore une fois un filtre. On va brancher le multiply dedans. Le level, c'est ce qui sert tout simplement à faire les niveaux sur l'image, de leur trouver des paramètres qui sont assez familiers de luminosité. Gamma, contraste aussi, des paramètres beaucoup plus avancés de range qui vont parler peut-être plutôt aux amateurs de photos qui connaissent ça dans des logiciels comme Photoshop. Et là dans l'onglet post, un paramètre d'opacité qui est assez intéressant. Okay. D'ailleurs on va tout de suite changer ce paramètre d'opacité et on va le mettre à 0,6. Donc là je vois, si je zoome un peu dessus, que je commence à apercevoir le damier au travers de la composition. Donc j'ai enlevé un petit peu d'opacité. On reverra dans la première page et mettre le brightness à 0, ce qui va avoir pour effet de transformer toute ma composition en noir, légèrement transparente. Ok. Donc là je suis en train d'essayer de créer un effet de fausse ombre. Je vais créer maintenant derrière un blur. Donc le blur, c'est un objet qui permet de faire des flous. Encore une fois, on est sur des effets, on retrouve des effets assez connus qu'on retrouve dans pas mal de logiciels. Yes, merci Renard pour la précision. Je regardais un peu le chat. Donc le blur, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous permettre de créer un flou. Alors, donc là, ça me permet d'arriver à une petite précision. Ici, là, en bas des opérateurs de type top, vous avez un petit flag, un petit drapeau, flag dans le langage de designer, qui s'appelle display. Et par défaut, si vous cliquez ce flag-là, vous allez voir le contenu de cet opérateur qui va être affiché dans le background de votre composition. Alors, moi, j'aime pas spécialement travailler comme ça parce que je trouve ça assez illisible, mais ça peut être extrêmement pratique quand on a un seul écran. Et en l'occurrence, là, ça va être très pratique pour pouvoir travailler en vous partageant l'écran. On peut activer plusieurs flags display en même temps et on va pouvoir comparer comme ça facilement des images. Alors, je crois que ça dépend de l'ordre. Ah non, je me rappelle plus. Dernièrement, je crois qu'en fait, là, si tu écris par exemple Blur 2, je crois que c'est l'indentation qui fait que ça non, bah du coup, ça serait plutôt B, c'est en premier, donc ça serait plutôt genre Z. Voilà, ok. Donc l'ordre dans le fond correspond à l'ordre par rapport, enfin l'ordre alphabétique. Bon, peu importe. Ça va nous permettre de comparer facilement nos deux résultats là, dans le background, en utilisant le petit flag bleu là, comme je l'ai indiqué, display. Le blur, comment il fonctionne? Je vais pas m'attarder sur tous les paramètres, c'est un petit peu compliqué. On va laisser pour le moment les paramètres par défaut de méthode, de type, d'extend. On va s'intéresser au pre-shrink et au filter size. Si je bouge le filter size, je vois que ça augmente mon effet de flou. Mais je suis assez limité. Je suis assez limité juste dans la range de slider. Je peux essayer de monter au-dessus, mais ça va pas fonctionner. Ah si, ça va fonctionner. Autant pour moi. Mais je pense que ça va affecter pas mal les performances. Le pre-shrink, c'est un glace qui va me permettre d'artificiellement augmenter l'effet de flou en réduisant la taille de la texture à l'entrée de l'opérateur. Donc en combinant un peu ces deux réglages, vous allez pouvoir arriver à un effet de flou qui va pas être trop lourd. Alors probablement que s'il y a des gens qui sont sur Mac ou qui ont des ordinateurs un peu faibles en carte graphique, vous allez commencer à entendre un peu souffler ou à voir votre framerate là-haut là, qui va diminuer. Donc le framerate, c'est le nombre de fois que TouchDesigner arrive à calculer ce qu'on est en train de faire par seconde. Donc là, chez moi, j'ai pas de souci. À l'instant, je viens d'en avoir un petit peu, mais donc 60 fois par seconde, TouchDesigner arrive bien à calculer tout ce qu'on est en train de faire et à l'afficher sans problème. Si vous avez des soucis liés au framerate, en bas là dans la fenêtre, vous pouvez là tout en bas à gauche, vous avez un paramètre FPS. Pour ceux qui ont des ordinateurs un petit peu avec des configurations un peu légères qui sont en train de un peu commencer à mettre leur ordinateur à mal, vous pouvez mettre 30 ici et artificiellement forcer TouchDesigner à ne calculer que 30 fois par seconde. Ça va peut-être vous sauver un petit peu la mise. Ok, ou vous pouvez tout simplement descendre toutes les résolutions qu'on a fait jusqu'alors, les redescendre à une résolution plus basse, par exemple 500 par 500. Ok, je continue. Donc mon blur, je vais mettre le pre-shrink sur 3 et le filter size sur 16. Donc là, j'obtiens un blur qui me plaît bien. Je vais désactiver mes flags ici. Et maintenant, je vais vouloir compositer ma fausse ombre que je viens de créer là avec ma composition d'avant et les mettre ensemble. Pour ça, je vais créer un node qui s'appelle over.
Et donc encore une fois, tout comme le multiply tout à l'heure, qui se faisait la même chose que le composite, réglé en mode multiply, le over, c'est encore un exemple de ça. Je pourrais faire la même chose avec un composite. Je décide de le faire avec un over, puisque je sais de quoi j'ai besoin. Donc composite. Si je crée un composite ici, réglé en over, donc je crée un composite en opération, je choisis over, ça revient exactement au même résultat que utiliser un node qui s'appelle over, un opérateur pardon, qui s'appelle over. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu ça. Donc on va créer plutôt un over. Qu'est-ce que je vois? C'est pas vraiment l'effet que je désire parce que j'ai mon nombre qui est par-dessus ma composition. En l'occurrence, je préférais que mon nombre soit dessous pour l'effet que je désire. Donc je vais mettre le nombre dans l'entrée 2 plutôt et le multiply ici dans l'entrée 1. Ok. Vous ne devez pas le voir chez vous, mais ça fonctionne. J'ai bien mon nombre chez moi qui est derrière. Et pour qu'on puisse l'apercevoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait un peu la décaler l'ombre par rapport à la partie qui est à l'avant. Pour ça, on pourrait se servir d'un objet qu'on a déjà vu auparavant, qui est le transform, qui pourrait agir sur la position de la texture. Et là, on pourrait la bouger en translate gauche-droite un peu pour la décaler. Et donc, je pourrais ici faire un clic droit sur ce lien, insérer un opérateur et ajouter un transform. Donc là, je vais comparer ces deux choses-là. Là, si je viens déplacer subtilement ma texture comme ça. Alors, je vais désactiver celui-ci, voilà. En plaçant un transform ici, j'ai déplacé un peu ma texture et du coup, après, quand je viens les placer l'une sous l'autre, je vois que j'ai mon effet d'ombre qui va fonctionner. Voilà, une chose que je vais vous montrer, on va supprimer ce transform ici qu'on a créé. Là, j'ai de nouveau mes deux textures qui sont collées l'une sur l'autre. Dans les nodes, dans les opérateurs de type over, multiply, composite, on a une page qui s'appelle transform, donc qui sert, comme on a vu tout à l'heure, à gérer le fixed layer, mais qui sert aussi à appliquer des transformations assez basiques. Donc encore une fois, là je décris plusieurs manières d'arriver au même résultat. Parce qu'on pourrait, comme on le voit, on pourrait utiliser un transform top ici. Ici, on a ces fonctions qui sont déjà intégrées. Donc là, je vais pouvoir directement, en compositant mes deux sources l'une par-dessus l'autre, venir faire des opérations de transform sur l'une des deux textures. Et donc là, par exemple, si je tape, là, si je viens décaler, pardon. Hop là. Justement, tout à l'heure, on a parlé du fixed layer. Ici, pardon, attends, fixed layer input de yes. Quel est le layer dont on a besoin de rester fixe? Ici, on veut que notre composition ici reste centrée et que l'ombre vienne se décaler un petit peu. Donc on va choisir l'ombre qui est là, elle arrive dans l'entrée 2. La composition ici, elle arrive dans l'entrée 1. Nous, ce qu'on va avoir besoin ici, c'est de choisir en fixed layer l'input 1. Et ensuite, quand on va toucher au réglage de transform ici, on va affecter uniquement du coup l'entrée 2 qui n'est pas fixed. Je ne sais pas si j'étais très clair, c'était un petit peu brouillon cette explication, mais donc pour résumer, dans ces opérateurs multiply, over ou encore composite, on a un paramètre fixed layer qu'on a vu tout à l'heure qui permet de décrire quelle sera la texture qui restera fixe pendant qu'on appliquera une transformation dessus. Donc là, on choisit de rester. On veut que reste fixe notre composition initiale. Et la deuxième entrée, qui est notre ombre, on veut qu'elle bouge. Donc on choisit en fixed layer input 1. Et ici, on vient appliquer un léger translate. Donc on peut mettre moins 0,05 dans les deux paramètres. Un petit peu moins. 0,3, c'est un petit peu plus fin. Voilà, très bien. Et donc là, on vient de compositer nos deux textures, voilà, appliquer notre ombre sous notre composition de base, le tout sur un fond transparent. Ce qui nous amène à la fin, on va recréer, pardon, je vais créer un nul ici, brancher ça dedans, appeler ça étape 2.
Ok, et colorer ça en vert. On vient de terminer notre étape 2. Hop là. Voilà notre étape 2. On a fait, juste pour reprendre rapidement, on a créé une grille à partir d'un rectangle, on a appliqué une déformation à partir d'un œil, découpé cette texture en cercle, appliqué une couleur à l'intérieur. À partir de ça, appliquer des effets pour créer une fausse ombre qu'on a ramené dans notre composition pour créer cet effet d'ombre un peu décalé par rapport à la texture initiale. Voilà notre étape 2. Donc là on a une petite compo qui commence à être sympa. Ce que j'aimerais faire c'est mettre ça sur un fond, un background, pour finir un peu une première compo qu'on va pouvoir exporter et enregistrer. Donc pour faire ça on va commencer par un fond assez simple, on va créer un opérateur qu'on a déjà vu, qui est le ramp. Pardon, je suis allé un peu vite. Donc toujours op create, on va créer un ramp ici. Ramp qu'on va commencer par régler du coup. Depuis le début on travaille en carré, c'était assez intéressant. Moi j'aimerais bien qu'on fasse une image plutôt rectangulaire format 16 neuvième pour exporter. Donc j'aimerais compositer ce premier truc qu'on a fait là dans un background 16 neuvième. Ce qu'on va commencer par faire avec le ramp 2 là, dans l'onglet common, on va lui préciser une taille en pixels qui va être de 1280 par 720. Alors pourquoi 1280 par 720? Parce que c'est une résolution qui a un ratio de 16 neuvième et que c'est la plus grande résolution 16 neuvième qu'on puisse faire avec une licence non commerciale. Donc je pourrais faire aussi 1920 par 1080, mais du coup tous les gens qui ont des licences non commerciales ici vont avoir un petit message de warning qui va leur dire que la texture est clampée. Donc restons sur 1280 sur 720. Bon, libre à vous de vous exprimer créativement. Moi je vais faire quelque chose d'assez basique. Je vais reprendre un peu les réglages qu'on avait tout à l'heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez copier-coller ce ramp pour partir des mêmes réglages. Donc je reprends les réglages un peu que j'avais fait tout à l'heure. Au centre, non, type, déjà je vais changer pour passer en circulaire. J'ai cet effet là. Je vais tout de suite désactiver le extend left en hold pour pas avoir l'effet de répétition. Qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais avoir au centre quelque chose de bleu, parce qu'on est plutôt dans les bleus, donc je vais mettre ma saturation, ma value à fond. Peut-être un peu dans les bleus. Et à l'extérieur, donc là je suis en train de toucher aux différentes couleurs de mes différentes clés qui sont positionnées là-haut. À l'extérieur, je voudrais plutôt du noir pour avoir un effet un peu de... un effet un peu voilà, de vignettage. Maintenant je vais jouer un peu sur la période pour atténuer cet effet de vignettage. Et ma couleur au centre finalement elle me plaît plus trop, je voudrais qu'elle soit un peu plus claire. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, je viens de créer un petit background qui est... Donc si je fais un clic milieu toujours, pour voir les informations, je suis bien en 1280 par 720. Je vois qu'ici mon ratio est en 16:9. Format 8 bits fixed. Ça nous va très bien pour le moment. Ok, je voudrais tout simplement placer cette source par-dessus cette source. Pour ça, je vais créer tout simplement un over qui encore une fois est la même chose, on l'a déjà vu ici, qu'un composite qui serait réglé en over mais qui fait spécifiquement cette fonction là. Bon, d'ailleurs pour l'exemple je vais créer plutôt un composite. Allez, soyons fous. Je vais créer un composite que je vais régler ici en over. Je vais mettre mes deux sources dedans, dans cet ordre là. Si je changeais l'ordre, puisque je suis en over, j'aurai cette texture là qui se retrouverait en dessous, qui n'aurait rien visible. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Ce que je vois, c'est que j'ai deux textures qui rentrent, qui ont des ratios différents. Ici, je suis sur un format rectangulaire, c'est 9e, ici un format carré. Lorsque je veux mixer ces deux sources, compositer ces deux sources, par défaut, Touch Designer me fait ça. Donc là, lui s'est dit que sûrement ce que je voulais faire, c'était, quoi qu'il arrive, étirer mes deux textures au format de cette texture-là.
Du coup, il a pris mon carré, il l'a totalement étiré. Je suis pas très content de ce résultat, c'est pas vraiment ce que je voudrais moi. Du coup, on va regarder là dans le composite, on va aller sur la page transform. Si vous avez mis un over à la place, c'est pareil, le paramètre là s'appelle transform. En fixed layer, on a déjà vu ce paramètre ensemble, input 2. Ici, c'est bien mon cas. Mon fixed layer, je veux que ce soit mon fond qui est en 16 neuvième. Si je passais sur l'input 1, je me retrouverais ici avec une texture carrée, c'est pas ce que je souhaite. Je voudrais que mon image finale soit en 16 neuvième. Donc mon fixed layer, le réglage était bon, c'est bien mon input 2. Maintenant, le problème que j'ai, c'est l'input 1, il n'est pas déformé correctement lorsqu'il rentre à l'intérieur. Ici, j'ai un paramètre qui s'appelle prefit overlay. Prefit overlay, c'est l'opération qui va être appliquée sur la texture qui n'est pas fixe, donc sur le layer qui n'est pas fixe, avant d'être composité avec la deuxième texture. Donc je m'explique ici, elle est réglée en fil. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, donc le layer 1 en l'occurrence, qui n'est pas fixe, va être étiré pour remplir la texture 2. Si je regarde les autres paramètres, fit horizontal, je vois que donc quoi qu'il arrive au niveau de la hauteur, il va étirer la largeur de la texture 1 pour correspondre à la, texture à la largeur de la texture 2. Ça ne me correspond pas non plus, je peux essayer encore. Fit vertical, là je commence à avoir un truc qui me plaît. Ici, il va modifier la taille de la texture 1 en se basant sur la hauteur de la texture 2. Okay. Et ici, j'ai un fit best qui est un peu magique, automagic comme on dit, qui en fonction des ratios des deux images va déterminer le meilleur réglage pour ne pas perdre d'informations, c'est-à-dire pour ne pas cropper les textures. Vu que nous, c'est ce qu'on. Ouais, je vais pas m'attarder sur les autres. Je vous laisserai le loisir de regarder ou de regarder les OP snippets et tout ça pour en savoir plus. On va se mettre en fit vertical. Donc là, on a réussi à l'expliquer comment on voulait mélanger nos deux ratios différents pour obtenir le rendu qu'on voulait. Puisque mon fixed layer ici est bien mon background, je pourrais également utiliser ici les options de transform pour venir déplacer cette partie de la composition par-dessus le background. Par exemple, ici, là, je pourrais déplacer toute cette partie de la compo de gauche à droite. Bon, tiens, je vais me faire plaisir, je vais la mettre un peu de ce côté-là. C'est bon, ça servira tout à l'heure. Ok, moins 0,15 ici. Ok, prochaine chose que je voulais vous montrer. On va créer un générateur à nouveau qu'on connaît bien, qui est le rectangle. Je vais vous montrer une petite chose qui est un peu spécifique sur ce type de générateur, assez simple. C'est quelque chose qu'on retrouve sur le rectangle, qu'on retrouve également sur le circle. Donc par défaut, ils ont une taille de 256 par 256. Si je voulais mélanger ce rectangle avec ce comp comme on l'a vu tout à l'heure, je pourrais mettre celui-ci à la bonne taille, utiliser un over, un multiply ou un composite et les mixer ensemble. Ces générateurs, ils ont aussi une fonction qui est assez intéressante. Ils ont une entrée en fait, qui est là, dont on se sert rarement. Qu'est-ce qui se passe si je branche le compte directement dedans? Première chose, je vois que mes deux textures sont automatiquement compositées l'une au-dessus de l'autre, que mon rectangle vient apparaître directement au-dessus de mon compte. Donc là, ce que je viens de faire, ça serait revenu à utiliser un over ou un composite en mode over. Et si je fais un clic milieu, je vois que la taille de ma texture, elle est plus de 256 par 256. Elle est maintenant de la taille de la texture d'entrée. Donc cette entrée, en fait, sur ces générateurs simples, sert à la fois à donner la taille de référence, le pixel format de référence, et fonctionne comme si on était en train de passer au travers d'un opérateur over. C'est un peu un raccourci que je montre là, mais je pense que ça fait vraiment partie des fonctions basiques qui sont hyper utiles, qui permettent d'aller vite et de construire des chaînes qui donnent rapidement des résultats. Donc là, je viens de vulgairement ajouter un rectangle blanc sur ma composition. On va s'en servir de cette fonction pour créer un petit effet de bord dans notre composition. Alors, je vous invite à zoomer un petit peu dedans pour voir le résultat. On va régler la border color ici, là, sur notre rectangle. On va voir qu'il fonctionne exactement pareil que sans entrée. Seulement, l'entrée a permis de lui donner sa nouvelle taille. Donc là, ici, je vais choisir du bleu en border. Je vais la border width, je vais augmenter ici là, car par défaut elle est à 0, donc je vais l'augmenter un peu pour qu'on puisse la voir apparaître. Ok, maintenant qu'on la voit,
la couleur fill, donc qui est la couleur de remplissage du rectangle. Je vais mettre l'alpha à 0 pour le faire disparaître. Ok, donc maintenant j'ai composité un espèce de cadre. C'est tout à fait magnifique. Je pourrais presque laisser comme ça tellement ça me plaît. Je vais simplement affecter un petit peu la largeur du cadre pour aller chercher un peu plus sur les côtés. Et juste vous montrer une petite option ici là sur les borders, on peut utiliser un corner radius. Ça fonctionne aussi ça fonctionne tout simplement sur le rectangle. Corner radius, on peut arrondir un petit peu les angles ici là. Ok. Ouais, et on pourrait même mettre un peu de softness. On va pas en mettre pour le moment, mais on pourrait faire un petit effet d'îlot avec ça. Pour ceux qui connaissent le tricks. Ok, c'est un petit peu trop large, ça me plaît pas. Très bien. Ok, ici on a utilisé un rectangle sans toucher à sa résolution, qui d'ailleurs, maintenant qu'il a quelque chose de branché en entrée, n'est plus éditable. On a utilisé un rectangle avec une entrée qui lui a permis de lui donner une nouvelle taille et un nouveau pixel format. Et ensuite, on a désactivé sa couleur de remplissage, activé sa couleur de border, augmenté un petit peu sa largeur et utilisé le corner radius pour arrondir un peu les angles. On a aussi touché un peu à la taille, qui par défaut est de 0,5, pour venir coller un peu plus avec les bords de l'écran. Ok. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs générateurs simples qui fonctionnent sur le même principe. Par exemple, c'est le circle ici. Et ça va faire exactement la même chose si je branchais une source à l'intérieur. On n'a pas besoin pour le moment, donc je vais le supprimer. Ce qu'on va regarder ensemble maintenant, c'est un autre opérateur qui est assez important, qui est le texte. Alors ici, on a un générateur. Ici aussi. Ok. Donc le texte est également un générateur qui, par défaut, est en 256 par 256 et qui également possède une entrée qui fonctionne tout comme l'entrée du rectangle et qui va nous permettre de récupérer la taille d'une texture et venir appliquer par-dessus le texte qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc on va tout de suite le brancher là et regarder le résultat. Donc le texte par défaut c'est dérivative. On a tout le droit de se faire sa pub. Pour être très original, je vais marquer ça. Qu'est-ce qui se passe dans le texte quand on regarde la fenêtre de paramètres? Donc la première page, le seul paramètre vraiment important ici là c'est texte. Donc c'est vraiment tout simplement le texte à afficher. Je vous invite à aller voir la documentation pour voir plus en détail les autres options qui sont ici, qui permettent d'ajouter par exemple une valeur ou de gérer la façon dont le texte revient à la ligne. La page qui nous intéresse le plus, nous, c'est font, où on va pouvoir choisir le type de police qu'on utilise. Donc, par défaut, ce menu donne accès à toutes les polices Windows qui sont installées. Vous pouvez aussi ici préciser le nom d'un fichier, un fichier de police, ce qui est pratique pour des projets où vous avez une police particulière ou un projet qui a besoin de changer d'ordinateur. Vous pouvez mettre dans votre projet un fichier de police et le référencer ici pour l'utiliser, même si c'est pas installé sur votre système. Ok, tout ça on va zapper. Ici vous allez retrouver des paramètres qu'on connaît bien. Donc vous mettre en gras, vous mettre en italique, la taille de la police. Tout un tas d'options très classiques d'alignement, gauche, milieu, droit, vertical, la ligne. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que c'est des réglages qu'on retrouve à peu près partout où on peut travailler sur le texte. Ici on a un paramètre de position que je vais affecter légèrement pour venir coller mon texte à droite. Ok. Yes. Yes. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? Je vais mettre à la suite de ça un nul. Hop là, que je vais colorer en vert et que je vais appeler étape 3. Yes. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire dans cette étape 3? On a composité notre étape 2 en over avec un fond d'un ratio différent. Ça nous a permis ici de créer une image au format 16 neuvième et de décaler légèrement notre compo initial vers la gauche. On a utilisé ensuite deux générateurs assez simples, un texte et un rectangle, en utilisant leur option d'entrée. Ça nous a économisé pas mal d'opérateurs de type over, comp, et ça nous a évité pas mal de réglages. Ça nous a permis de rajouter un petit border ici avec le rectangle, et avec le texte de rajouter un texte sur la droite. Ok. Comme pour la plupart des opérateurs, dans le texte vous avez un onglet couleur. Vous pouvez bien entendu personnaliser votre couleur d'affichage. Donc c'est de mieux en mieux ma composition. Ok, on va laisser du blanc, d'accord. L'alpha peut-être. Allez, on va toucher un peu à l'alpha. Ok. On a fini nos 3 étapes. L'étape 4 va être très rapide, je vais enchaîner directement dessus.
l'étape 4, c'est tout simplement, je voudrais vous montrer comment. Donc, je considère que cette petite composition, on a fini une première version. Moi, je suis assez satisfait du résultat. Tout simplement, je voudrais pouvoir l'exporter pour pouvoir la montrer, comment faire. Ça va être notre étape 4. Une fonction très pratique sur les opérateurs de type top, donc de texture. Simplement en faisant un clic droit dessus, pardon, un clic droit. Ici, j'ai une option Save Image. Alors, attendez. Tac. Je sais pas s'il y a des gens qui sont sur macOS, qui nous suivent sur le workshop. Petite utilité sur macOS, en tout cas sur mon ordi. Lorsque je fais ça, j'ai pas la possibilité de changer le type le format. Alors peut-être que c'est moi qui connais pas la vanille, mais par défaut ça sera du TI2F sur macOS. Là sur Windows, vous pouvez tout simplement choisir le format de sortie, en l'occurrence JPEG. Par défaut, ça sera enregistré dans votre dossier de travail. Là, vous avez enregistré votre projet. Et voilà, je peux sauver ici. Et instantanément, hop, je vais ouvrir un tac, workshop. Yes, voilà, mon image elle est ici. Ok. Très pratique parce que on peut le faire n'importe où. On peut enregistrer plein d'étapes du projet. Dès qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, faire facilement un petit save et venir enregistrer une texture qui nous a plu pour réutiliser ensuite ou pour ou simplement voilà, pour documenter un peu le travail. À savoir que les opérateurs qui ont un fond transparent, comme celui-là, si vous l'exportez dans un format qui supporte la transparence, comme par exemple du PNG, ok. Vous conserverez la transparence, là vous voyez ici, là, le JPEG ne supporte pas la transparence, il est sur fond noir, il remplace automatiquement la transparence par du noir. Voilà, ici le PNG a pris cette couche de transparence et a intégré dans le fichier. Donc ça c'est bien pratique aussi. Voilà, rapidement ce que je voulais vous montrer. Donc ça c'est un petit raccourci assez pratique pour exporter. La vraie façon de sortir des images depuis Touch Designer, ça se fait encore une fois avec un opérateur qu'on va créer tout de suite, qui est très très important, qui s'appelle le Movie File Out. Ok. Donc on va brancher tout de suite notre étape 3 dans le Movie File Out, qu'on va renommer d'ailleurs étape 4. Étape 4. On va le colorer en vert aussi du coup. Le Movie File Out, qu'est-ce qui se passe? Déjà, première chose bizarre, je branche quelque chose dedans, il affiche toujours un damier. C'est un opérateur qui est très particulier, qui fonctionne vraiment pas comme les autres, dans la même logique de workflow gauche vers la droite, même s'il possède une sortie, qui elle aussi contient un damier pour le moment. Il est particulier au sens où cet opérateur, il intègre des fonctions d'encodage qui vont vraiment permettre d'enregistrer des fichiers aussi bien en image fixe qu'en image animée sur votre disque dur. Donc si je regarde un peu les paramètres, je vois que je peux déjà choisir le type d'enregistrement. Donc movie, image séquence, stop frame movie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de image sequence et stop frame movie. Encore une fois, je vous invite à regarder la documentation et les opérateurs snippet. Pour rappel, opérateur snippet auquel on accède en faisant clic droit sur un opérateur et en cliquant ici sur opérateur snippet. Donc là par exemple pour le movie file out, j'ai deux exemples. Mais alors ça c'est des choses où vous allez vraiment vous n'aurez pas de mal à trouver des informations, que ce soit sur le forum, sur la documentation ou même en utilisant le Discord ou Facebook. Donc ici je peux choisir le type d'image, enfin le type d'enregistrement. Je vais faire par exemple, une image pour refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici je peux choisir le format de sortie, par exemple JPEG. File par défaut, j'ai une expression Python qui crée un fichier unique. Moi, je vais simplement appuyer sur la petite croix. J'arrive par défaut dans mon dossier de projet, mais je pourrais très bien choisir un autre dossier, par exemple Pictures ici. Voilà, choisir un autre fichier, save. Donc là, j'ai pas encore sauvé mon fichier, j'ai simplement précisé là où je veux qu'il soit enregistré. Et ensuite, je peux utiliser le paramètre ici record, que je vais mettre on puis off. Je vais aller voir un peu ce qui s'est passé dans mon dossier. Ok, test workshop, l'image est ici. Donc là, cette manipulation qui est laborieuse, elle a permis de faire exactement la même chose que le clic droit save image. Donc en soi, c'est
pas simplement une façon plus laborieuse, c'est juste la façon de faire avec des opérateurs, donc qui peut permettre d'automatiser ou de créer avec de la logique, faire des enregistrements par exemple. Donc voilà notre manière de faire. Maintenant, ce qu'on nous intéresse, nous, puisqu'on a créé une image animée, ça serait d'enregistrer une petite vidéo, donc chose très simple. Ici, je vais me mettre en movie. Donc je le précise à cet opérateur que je veux maintenant enregistrer une image de type vidéo. Je vois que du coup j'ai de nouveaux paramètres qui apparaissent, donc vidéo codec. Je ne rentre pas dans les détails des différents types de codec et leur utilité. C'est des questions qui ne sont pas vraiment de l'ordre de ce workshop. Moi je vais choisir par exemple ici MPEG-4. Ici encore une fois je précise le nom et la destination du fichier. Là, du coup je vais me mettre dans vidéo puisque test workshop toujours. Je vais enlever le point JPEG. Ok. Des options spécifiques au format. Vous pouvez préciser du son, mais je ne rentre pas dans le détail parce que c'est d'autres types d'opérateurs. Le framerate du movie, en l'occurrence, on va laisser 30, c'est très bien. Et je vais cliquer sur Record. Ok. À partir du moment où je clique sur Record, je vois que ça y est, mon movie file out affiche en fin de l'image. En fait, ce qu'on voit ici dans le movie file out, c'est l'image qui est en train d'être enregistrée. Ok, je vais. Ah, vous avez perdu? Je crois, oui. Voilà. Ah merde. C'est revenu. Peut-être que tu peux refaire juste les dernières petites étapes que tu as faites. Ça s'est arrêté où? Vous pouvez me dire où ça s'est arrêté? Ah, yes. Yes, bien vu. Ok. C'est non, renard. Yes. Ok, je pense que c'est le fait d'encoder là, comme ça. Peut-être si je prends du H264 ici. Bon, bref. Ouais, ok. Du coup, ça. Ouais, bien vu, renard. Il y a un petit souci de driver, je pense, quand j'ai activé l'enregistrement, ça a coupé mon micro. Donc ce que je disais pendant l'enregistrement, c'est que lorsque le record est activé, on voit que la fenêtre Movie File Out affiche l'image qui rentre. Donc le Movie File Out, il affiche une image uniquement quand il est en train d'enregistrer. Je vais m'arrêter là pour les explications sur le Movie File Out. N'hésitez pas à poser des questions, mais je pense que c'est quelque chose, assez facilement. Vous en mettez un dans un network, vous commencez un peu à jouer avec. Je pense pas que vous aurez de mauvaises surprises. Le fichier que j'ai créé, il est ici. Voilà. Aussi simple que ça, simplement en faisant. Ok, il est très court par contre. On va enregistrer un petit peu plus long. Donc simplement en faisant. Donc je disais simplement en faisant record ici, puis en décochant, je viens créer un fichier vidéo que je retrouve là. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est encodé dans un conteneur QuickTime, là, tout le point .mov. En l'occurrence, là, c'est encodé avec un codec H264. Très simple, très facile pour montrer votre travail. Pour l'étape 5, on va revenir un peu en arrière maintenant. On a terminé cette première composition, on va revenir un peu en arrière et faire des petites améliorations sur ce qu'on a déjà fait. Donc on va revenir ici juste après l'étape 2, là où on avait créé notre background, vous vous rappelez, que je peux visualiser ici, en utilisant ce petit lien. On va bosser un petit peu, un peu plus le background. Ok. Alors, là je vais parler d'un opérateur qui est hyper important, qui arrive un petit peu tard dans le workshop, mais c'était dans la logique, je trouvais que c'était pas mal que ça arrive à ce moment-là. Pour le moment, toutes les textures qu'on a utilisées, c'est seulement des choses qu'on a créées ici depuis Touch Designer, depuis des opérations mathématiques pures. On n'a importé aucune image. Toute l'image qui est ici est générée uniquement en temps réel, ce qui est assez cool en soi. On aurait très bien pu vouloir importer un dégradé qu'on aurait déjà créé sur un autre logiciel. C'est pas le cas ici, on l'a créé depuis un opérateur dégradé. Qu'est-ce qui se passe quand on veut comment on peut importer des images et des textures depuis l'extérieur, depuis notre disque dur? Il y a un opérateur pour ça. On a déjà vu le cousin qui s'appelle Movie File In. Vous pouvez taper Movie pour filtrer. Movie File In. On va en créer un. Et voilà que surgit la magnifique banane, symbole de Touch Designer, de toutes les communautés Touch Designer. Qu'est-ce qui se passe ici? Un Movie File In, donc c'est un opérateur qui est très spécifique, on peut appeler ça, on va le mettre dans la catégorie des générateurs, puisque j'ai appelé ça comme ça depuis le début, d'ailleurs on va le mettre en jaune. Donc le Movie File In, un opérateur assez spécifique, qui est un générateur et qui permet d'importer des textures existantes sur votre disque dur. C'est le même opérateur qui nous servira à importer aussi bien des textures d'images fixes que d'images animées. Donc avec cet opérateur, on peut ouvrir
pratiquement tous les types de fichiers qui existent sur la planète. C'est juste incroyable ce que ça peut supporter comme format. Encore une fois, en utilisant le wiki ici, vous pouvez aller voir un peu ce que ça a dans le ventre. Ça décode un nombre incalculable de codecs, y compris des codecs hyper utilisés dans le milieu du spectacle et de l'événementiel, comme le HAP, le Node Shell C qui est en passe de devenir un nouveau standard. Voilà, tout un tas de formats, y compris des images avec énormément de précision comme les EXR, ou des choses tout à fait antiques comme le FLV, ou le SWF. Pardon, vous voyez ça ici, sur la page du wiki. Ok. Par défaut, quand on crée ce node, il s'ouvre avec une banane. Pourquoi il s'ouvre avec une banane? Parce que par défaut, il va chercher un fichier qui est, qui est installé en même temps que TouchDesigner. Donc, c'est une expression Python qui renvoie directement dans le fichier d'installation de TouchDesigner. Donc, vous voyez dans Programme File, Derivative TouchDesigner, Samples. Il y en a tout un dossier avec plein d'images de test. Et si je clique sur la petite croix ici, par défaut, et non. Ok, je vais faire une petite manip. Normalement, quand vous cliquez sur le petit plus qui est ici, vous êtes reset par défaut dans le dossier qui est spécifié là, à savoir Programme File, Derivative, TouchDesigner, Sample. Si c'est pas le cas, vous pouvez y aller à la main, ce qui vient de m'arriver. Ok, donc théoriquement. Ok. Bon, désolé pour ce petit cafouillage. Ok, donc normalement, quand vous cliquez ici sur la petite croix, vous arrivez dans ce dossier-là. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller à cette adresse-là. Par défaut, quand vous ouvrez le petit plus ici, vous arrivez dans ce dossier-là où il y a plein d'images qui ne sont pas forcément hyper belles, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des tests dans ce dossier. C'est ça qui est bien. Il y en a des images dans un peu tous les formats qui existent, enfin qui sont supportés. On a des images sur des fonds transparents, des images sur des fonds unis, on a des images animées. Ici, par exemple, je peux choisir Count. Voilà, fichier très basique qui permet de tester une image animée. Bon, globalement, c'est assez laid, hein. Et ici, dans le dossier nature, vous avez quelques petites vidéos qui sont les fichiers par défaut de Windows, normalement, qui sont dans le dossier vidéo. Voilà, par exemple, ici, là, si vous ouvrez Movie 1, dans le dossier nature, vous obtenez ça. Mais ouvrez n'importe quel film que vous avez sur votre ordi, libre à vous de triper. Moi, je vais prendre cet exemple-là parce que du coup, il est disponible sur tous les ordinateurs, chez tout le monde. Donc, encore une fois, ici, petit plus, dans le dossier TouchDesigner Sample Map, pardon, qui est le dossier par défaut. Là, vous avez un dossier nature avec des petites images. Moi, j'utilise le Movie 1. Ok, il y a beaucoup de paramètres sur le Movie File, il y en a un, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est vraiment des paramètres qui seront faciles à comprendre si vous avez déjà touché un logiciel de vidéo, un logiciel de montage. Trim va servir, si on l'active, à décider le début ou la fin de la vidéo, enfin de changer le début ou la fin de la vidéo, choisir si la vidéo boucle automatiquement ou si la vidéo s'arrête à la fin de la lecture. Il y a matière à faire un workshop entier là-dessus, donc je ne vais pas aller plus loin que ça, simplement. Rapidement, on peut voir qu'on peut recharger le fichier ici, arrêter la lecture ou la reprendre. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Donc on voit comme dans TouchDesigner, ici on a une image animée. C'est pour nous exactement la même chose, il n'y a aucune différence notable avec les autres types d'images quand je fais un clic milieu. Je vois qu'ici j'ai le même type de résolution, j'ai aussi un pixel format, je peux brancher ces nodes les uns dans les autres sans problème. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un petit composite ici, on va essayer de faire un petit background un peu plus sympa. Donc, je vous invite à refaire un composite, on va brancher nos deux entrées dedans, nos deux sorties, pardon, le REMP et le Movie File In. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire ici avec ces images, parce qu'on a pas mal d'opérations qui sont disponibles et il y en a sûrement quelques-unes qui peuvent être sympas. Alors, quand on travaille avec le composite, on en a parlé un peu au début du workshop, on a ici un menu opération qui permet de décider quel type d'opération va être appliqué entre les différentes textures en entrée. Le menu est long, passer d'une option à l'autre c'est laborieux, sachant qu'en plus l'ordre des opérateurs à l'intérieur peut changer quelque chose, donc ça fait beaucoup d'opérations différentes qui sont possibles, et ça peut être un peu fastidieux d'aller chercher celle qu'on recherche pour faire l'effet désiré. Et donc là je vais vous montrer un petit trick, un petit outil qui est sympa, qui permet de mieux se servir de ce composite là, qui a été créé exprès pour ça. Alors
première chose ici, on peut faire, on a une fonction ici dans le composite, dans les paramètres preview grid, qui va en fait nous afficher dans la même fenêtre tous les différents résultats possibles avec le composite. Bon, c'est bien en soi, mais ça nous dit pas pour quelle image, comment s'appelle l'opération associée. Donc c'est que partiellement intéressant. Donc là, j'ai cliqué sur Preview Grid ici pour activer ce mode-là. Je vais le désactiver et je vais vous montrer un outil qui est dans la palette. La palette, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils qui sont intégrés à Touch Designer, qui sont créés à partir de Touch Designer, donc à partir d'opérateurs Touch Designer, par la communauté ou par l'équipe de développement, auquel on peut accéder en faisant là-haut Dialogues, palette browser. On peut aussi y accéder en cliquant sur cette petite icône en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'ai pas de helper. Petite icône Open Palette. Attention à ne pas cliquer sur le Perform Mode à côté qui va vous envoyer dans une fenêtre toute noire, vu que rien n'est réglé. Donc dans cette palette, donc je peux y accéder ici également, elle est dockée à gauche. Dans cette palette, je vois que j'ai des catégories, j'ai pas mal de choses. Je ne vais pas détailler ce qu'il y a à l'intérieur, on va simplement aller dans Tools, la catégorie Tools, ici. Et du coup dans la liste, donc ça c'est tous les outils qui sont disponibles, auxquels vous pouvez jouer. Ça c'est encore des ressources en plus de l'opérateur snippet et du wiki pour apprendre, même si beaucoup de ces objets sont pas hyper documentés, pas très bien commentés. Donc c'est pas évident de mettre le nez dedans, mais voilà comment ça fonctionne. On sélectionne un outil dans la liste, on a un petit preview en bas, il suffit de maintenir un clic gauche et de le faire glisser dans le network, et ça va créer cet objet là. Donc là je suis dans la palette à laquelle je peux accéder avec ce raccourci ici, ou dans Dialogues, palette browser, ici, ok. Dans la sous-catégorie Tools, j'utilise le Blend Mode, et je viens le cliquer dessus, le faire glisser dans ma composition, et je lâche pour créer le Blend Mode. Ok, j'en ai fait deux, je supprime un. Ok. On va s'approcher un peu du Blend Mode. Et on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Première chose qu'on va faire, on va brancher dedans nos deux textures, comme si on voulait utiliser un composite. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, pour interagir avec... il y a une petite interface là intégrée au Blend Mode. Ce que vous allez faire, c'est un clic droit dessus, et View. Ok. Ça va m'ouvrir cette fenêtre. Donc je répète, pour ouvrir la fenêtre, vous êtes sur le Blend Mode là, vous faites un clic droit, et vous allez cliquer sur View. Ça va ouvrir automatiquement une fenêtre, dans laquelle vous allez pouvoir visualiser la petite interface de cet objet là qui a été créé avec Touch Designer. Et cet objet, il est assez cool en fait, il a été créé pour faciliter justement l'usage de tous ces différents modes de fusion. Donc il permet facilement de prévisualiser comme ça tous les résultats qu'on va pouvoir avoir avec les textures qu'on a mis en entrée. Donc il a plusieurs modes de fonctionnement là-haut. Nous on va se mettre sur Select, qui est le mode le plus simple, qui permet simplement de comparer des modes de fusion. Là, le mode crossfade et le mode VJ, c'est plus pour jouer un peu avec. Je vous laisse d'ailleurs regarder plus tard un peu les fonctions de ce truc là. Donc mettez-vous sur Select là-haut, et maintenant vous pouvez regarder un peu en cliquant dessus et comparer comme ça toutes les différents modes de blend possibles et imaginables. Donc l'image est divisée en deux là, ça correspond aux opérations qui peuvent avoir des effets différents en fonction de l'ordre des inputs. Donc par exemple pour un add ça n'aura pas d'impact, mais pour par exemple le freeze, on va avoir deux types de résultats différents en fonction de quel input rentre le premier dans l'opération. Donc voilà, on peut regarder un peu là tout ce qu'on a là. Le hit est sympa. Moi j'ai choisi le reflect là que je trouve cool. Donc voilà. Ici j'ai sélectionné le reflect, je suis satisfait du résultat. Je vais fermer cette fenêtre et dans mon comp ici, je vais sélectionner reflect. Donc j'ai utilisé cet outil là pour venir regarder un peu tout ce qui était disponible comme type de mode de fusion. J'ai repéré que le reflect me plaisait bien, donc maintenant je peux, au lieu de regarder ici tous les résultats possibles dans le menu, je viens simplement chercher reflect. Et voilà, j'aime bien ce résultat là. Donc choisissez ce qui vous fait plaisir, utilisez-le dans le comp. Et une fois que c'est terminé, on peut tout simplement supprimer cet objet là, qui est simplement un outil quoi qu'on pourrait le laisser en fait. C'est comme vous voulez. Vous pourriez aussi le laisser là et remplacer le comp par ce truc là. Ok. Ok, mais restons simples. Je vais le supprimer. On va rester sur notre travail un peu basique.
Donc j'ai composité mes deux textures maintenant en Reflect, qui est un mode que je ne connaissais absolument pas avant ce workshop. Je vais fermer ici la palette pour avoir un peu plus de place. Mais qui fait un effet cool avec ces deux textures là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu la fin là. On va se mettre sur l'étape 3 et on va activer le flag de display de l'étape 3 pour voir notre résultat final ici, dans le fond du network. Ok. Je vais supprimer ce lien qui reliait mon ramp à ma composition là-haut. J'ai une erreur maintenant. Et je vais remplacer par ce qui sort de cette composition. Ok, cool. Maintenant ma composition, voilà. Donc j'ai remplacé mon background qui était un simple background en dégradé. Et j'ai mixé ce dégradé avec une image avec un mode de fusion improbable pour arriver à cet effet désiré. Et j'ai pu trouver cet effet improbable grâce à l'outil Blend Mode qui m'a permis d'aller explorer un peu les possibilités du composite. Ok, qu'est-ce que je voudrais vous montrer maintenant? J'aime bien ce résultat. J'aime bien... Ah yes, Renard, oui, effectivement, c'est un petit peu lourd. Si vous n'avez pas une carte graphique trop puissante, effectivement, vaut mieux le supprimer une fois que vous avez fini de vous en servir, l'outil Blend Mode, parce qu'il peut être un peu gourmand. Ok, j'aime ce résultat de background. Mais j'aimais aussi le résultat précédent qui était celui-ci. Et j'aimerais avoir la possibilité de... Ah yes, Ozena, bien ouais. Très cool le résultat. J'aimerais avoir la possibilité de switcher de l'un à l'autre facilement sans avoir besoin de supprimer un lien, avoir une erreur et passer à cette texture là. Je voudrais pouvoir trouver un moyen pratique de passer à l'une ou l'autre. Juste au passage, petit raccourci pour ceux qui veulent gagner un peu de temps. Si vous voulez faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire supprimer un lien, remplacer par un autre, vous pouvez faire une manip très simple. Vous commencez à tirer un lien depuis un autre opérateur et vous venez le passer sur le lien que vous voulez remplacer, qui va passer en jaune. Ensuite, vous lâchez et le lien est remplacé. Ça revient au même de faire ça, que de supprimer le lien puis de le remplacer. Voilà. Mais c'est toujours pas assez bien comme mode de changement de background, ça me convient pas. On va créer ici un nouvel opérateur qu'on n'a pas encore vu qui est hyper important pour organiser un workflow et typiquement pour faire des applications de type VJ ou petit media server, player assez basique vidéo. Vous allez rechercher switch. On va créer un switch. Le switch il a une entrée, si vous regardez, un peu comme les composites, c'est-à-dire qu'elle est large et il n'y en a qu'une. Et si je mets ma souris dessus, je vois multi-input OP. C'est-à-dire qu'il peut prendre un nombre illimité d'entrées. Qu'est-ce qu'on va brancher dedans nous? On va brancher notre ramp, on va brancher la sortie du comp, et on va brancher, on va faire comme ça, je vais mettre ça là pour que ce soit un peu plus clair. On va brancher aussi notre movie file in, voilà, ok. Et la sortie du switch, on va la mettre là-haut dans notre comp, donc on va remplacer ce lien qu'on avait créé auparavant. En faisant ça, je vais plutôt faire comme ça, je vais le supprimer. Et la sortie du switch, je vais la mettre là-haut dans le comp. Ok. Est-ce que c'est clair? Je vais désactiver un peu ça, si jamais vous voyez pas bien ce qu'on a fait. Voilà l'étape. Ok. Ça c'est notre ramp initiale qui était branchée là-haut directement tout à l'heure. Maintenant il rentre dans le comp avec un movie file in ici. Et on a choisi un mode de fusion ici. Pardon, je vais enlever ma fenêtre de paramètres. Et ensuite, dans un switch, on fait rentrer le ramp initial, le résultat de la composition et le movie file in. Ici, j'ai trois entrées, mais pour l'instant, je vois que mon ramp. Comment il fonctionne le switch? Le switch, il a pas beaucoup de paramètres, hein, c'est assez simple, comme vous pouvez voir. Il a un index qui détermine en fait quel est l'index de la texture qu'on va retrouver dans la sortie. Je sais pas, c'est peut-être pas très clair comme façon d'expliquer les choses. Tout simplement, si on essaye, index 0, c'est l'input 0. On commence à compter à partir de 0. Si je mets 1 à la place, ok. L'input 1 correspond à la source 1 qui vient après la source 0. Donc je vois maintenant apparaître ici le contenu de cette texture-là. Si je passe à 2, je vois que maintenant j'ai cette texture-là. Si je continue d'augmenter, il ne se passe rien, puisque j'ai pas d'autre source branchée à la suite. Ok. Je peux aussi jouer sur ce slider directement à la souris.
et je vois que je peux switcher d'une source à l'autre, comme ça de manière brusque. Le petit paramètre qui est en dessous qui s'appelle Blend Between Input permet tout simplement de créer des transitions beaucoup plus smooth en fondu d'une texture à l'autre. Donc là je vois que automatiquement en passant entre 0 et 2, je vais afficher d'abord que la texture 0, ensuite, lorsque je suis à 0,5, un peu la texture 0 et un peu la texture 1. Si je suis à 1, uniquement la texture 1. 1,5, un peu la texture 1 et la texture 2, et ainsi de suite. Donc ça, ça peut servir, voilà, c'est un petit mixeur très basique qui permet de switcher entre plusieurs sources de manière smooth, en créant un effet de fondu là. Très très utile comme opérateur, c'est très présent dans tous les types de projets, dès qu'on a besoin d'organiser, d'avoir plusieurs possibilités d'input qui vont partir dans une sortie. Je vais pas aller plus loin sur cet opérateur. Je vais pas rentrer dans les détails de comment ça peut impacter les performances. Je pense que c'est des discussions qu'on aura plus tard ou dans d'autres workshops. On vient de terminer l'étape 5. Ok. C'est pas une étape, c'est une étape. Étape 5. Je vais réactiver ici, là dans l'étape 3, je vais réactiver le background. Et puis le switch, on va le passer à 1. Parce qu'on a quand même pas fait tout ça pour rien. Et voilà. Ou on peut décider de le mettre un peu ailleurs et mixer d'autres trucs. Et si vous voulez commencer à jouer, parce que j'imagine qu'en voyant ce que fait Osena, que ça ne doit pas du tout ressembler à ce que je fais chez moi, ce que vous faites chez vous, libre à vous de brancher un peu ce que vous voulez dans ce switch et de voir comment vous pouvez mixer les backgrounds ou quoi que ce soit, ou même d'autres parties de choses que vous avez fait avant. Sauf que vous allez avoir des soucis parce que du coup là vous avez des textures qui sont au format carré, ici au format rectangulaire. Donc il faudra un peu vous creuser la tête et retrouver comment on a fait pour adapter tout ça. Ok, on a terminé l'étape 5, il reste une étape qui est la plus fun à mon goût. On va créer un effet sympa de feedback sur les contours de notre composition animée ici. Là. Donc on va rentrer dans des objets un poil plus complexes et des comportements qui commencent à être vraiment fun et qui peuvent apporter beaucoup de choses imprévues et des bonnes surprises. Parce que c'est comme ça que souvent qu'on aime bosser dans Touch Designer, en installant des objets, on découvre pas mal de fonctionnalités. Ok, je vais désactiver ça pour le moment, pour y voir un peu plus clair dans le network. On va se mettre au-dessus là, parce que c'est comme ça que je l'ai fait dans le fichier d'exemple. Et on va commencer par créer un node qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle Select. Select, qui est un opérateur un peu spécial encore une fois. J'ai l'impression de dire ça pour tous les opérateurs. Ok, Select. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'entrée, pourtant il est vide. Pour l'instant il a seulement un fond transparent. Si je clique dessus, fais un clic milieu, ça s'arrête 128 par 128. Bon, visiblement je rate quelque chose. Le Select, il a une seule fonction. On lui donne en référence ici là, dans ses paramètres, le nom d'un opérateur. Et il va simplement afficher l'image de cet opérateur, afficher cette texture. Un peu comme le nul, c'est un opérateur qui n'a pas vraiment de fonction, qui n'affecte pas l'image, mais à la fois c'est aussi un opérateur qui ne coûte rien en ressources et qui permet facilement d'organiser un projet. Donc regardez ce qu'on va faire, on va voir. Pour référencer un opérateur dedans, tout simplement je peux sélectionner un opérateur en maintenant clic gauche appuyé et le faire glisser ici, dans la fenêtre de paramètres du select, le faire glisser ici pour le référencer. C'est la façon la plus simple de procéder. Pour arriver au même résultat, je peux aussi taper, non c'est peut-être pas ça la méthode la plus simple en fait, je peux taper le nom de l'opérateur que je veux référencer, étape 1, ok. Tout simplement ce qui se passe là, je récupère l'image avec sa taille, son pixel format, je récupère mon image ici qui était apparue ici, et là je vois qu'il y a ce lien juste dit que cet opérateur en référence un autre. Ça ne coûte rien en ressources et c'est très pratique parce que du coup à tout un tas d'échelles, de niveau du projet, on peut récupérer les textures de cette manière là. Je remonte la manip ici, là je vais effacer ça. Je remonte juste la manip, je sélectionne cet objet pour ouvrir sa fenêtre de paramètres. J'attrape avec un clic gauche un autre objet de mon network, je le fais glisser là et maintenant il est référencé. Je pourrais le faire avec n'importe quel objet. Hein. Ok. Et automatiquement je vois qu'il va prendre le format de l'image. Ici il est devenu rectangulaire. Ok, nous on va prendre l'étape 1, c'est ça qui nous intéresse.
Ok pour tout le monde. Ok, on a sélectionné ici une étape antérieure du projet, la première étape. Et on va, à partir de cette étape-là, créer un petit effet qu'on va réinjecter tout à la fin ici, juste après l'étape 3. Ok, ici. Qu'est-ce que c'est cet effet? On va essayer de le voir assez vite. On va commencer par créer. Alors, donc je crée cet opérateur pour revenir sur ce que disait Michel tout à l'heure. Je fais un clic droit sur la sortie de l'objet, je crée un edge, et du coup ça va automatiquement le créer à la suite. Sinon vous pouvez aussi le créer à la main ici, hein, bien sûr, et venir le linker vous-même. Ok, ça arrive au même résultat. Qu'est-ce que c'est le edge? Ok, le résultat est assez bon tout de suite. Le edge détecte les contours des textures et vient tracer du coup ce contour d'une couleur qu'on lui spécifie ici dans ses paramètres. Donc les trois premiers paramètres servent à les deux premiers paramètres pardon, servent à régler les paramètres de détection des contours à proprement parler, sample step aussi. Ça vient non en fait c'est quatre paramètres là, excusez-moi, ces quatre premiers paramètres servent à régler la détection des contours. On va laisser ça à 1 pour le moment. Et ensuite la façon dont on veut les afficher. Donc là ici Edge Color, on va pouvoir modifier ça et choisir par exemple un bleu là. Moi je vais choisir un bleu pour rester un peu dans mes tons. Si je cochais ça, je peux voir le contour appliqué par-dessus la texture d'entrée. Un peu comme tout à l'heure quand on a vu avec les générateurs simples type rectangle ou texte ou circle, où on peut utiliser un mode over intégré. Ici il y a aussi ce petit paramètre là qui permet de faire ça. On va pas l'utiliser nous, donc juste pour reprendre, je me suis un petit peu égaré. On crée un edge. L'effet fonctionne bien, donc on ne touche pas au réglage à part la couleur et vous agrémentez la couleur avec la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre du bleu, je vais mettre un bleu un peu foncé comme ça. Ok. Ok, on va faire un truc ici. On va créer un effet de feedback. Un peu comme tout à l'heure pour lorsqu'on avait fait le displace là, on va avoir besoin de un peu plus que de précision dans les couleurs que la normale. Donc la normale, le réglage par défaut, c'est comme on a vu ici tout à l'heure, 8 bits fixe RGBA. Et tout à l'heure, pour nos besoins de displace, on avait réglé le noise ici en 32 bits float. On l'avait réglé grâce à ce menu-là. Ok, dans Common, page qui est commune à tous les opérateurs, top. Pixel Format ici, on avait réglé 32 bits. On va faire la même chose ici sur notre Edge, parce que pour la suite, on va avoir besoin d'un peu plus de précision. Et que par défaut, tout le reste de notre network ici est retourné en 8 bits. Et là, si je regarde ici, Select, je vois qu'ici je suis en 8 bits. Ok. Donc dans le Edge ici, dans Common, en bas, on voit que par défaut, il utilise le pixel format d'entrée. Et nous, on va le passer en 16 bits. Tiens. Donc là, j'ai pas. Comment dire? J'ai pas inventé la précision. De toute façon, en entrée, j'ai une texture qui a peu de précision. Simplement, pour l'effet qui va se générer ensuite, a besoin de fonctionner plutôt sur des textures un peu plus précises, donc plutôt en 16 bits ou en 32 bits. Donc même si j'ai pas plus d'informations dans mon image de base, le fait de retravailler avec des textures de 16 bits va faire que l'effet va mieux fonctionner. On va voir ça tout de suite. On va créer ici un add. On va mettre, on va brancher ça ici en bas là. Et on va créer une nouvelle chaîne là-haut à partir d'un constant. Ok. Objet qu'on n'a pas encore vu mais qui est très, très basique, qui permet simplement d'afficher une couleur unie dans toute la surface. Voilà, il a très peu de paramètres, un alpha, une couleur. On va mettre l'alpha à 0, nous. On a simplement besoin d'une texture vide, transparente, de la même taille que notre composition. Donc nous on travaille en 1280 par 1280, on va tout de suite lui changer sa résolution. 1280 par 1280. Ok. Donc là j'ai simplement créé une texture vide qui va nous servir pour l'effet qu'on va créer après. Ok. Même si vous ne voyez pas vraiment encore où on va, suivez les instructions et puis vous allez comprendre rapidement ce qui va se passer. À la suite du constant, je vais créer un opérateur qui s'appelle un feedback et je vais expliquer après un peu le fonctionnement. On va brancher le constant dans le feedback et le feedback, on va le brancher dans le add. Ok, pour le moment,
rien ne se passe. L'opérateur add n'est plus en erreur puisqu'il a bien ces deux sources d'entrée. Donc je vois qu'ici là, je rentre. C'est pas très visible mon histoire là. Je vais mettre une couleur pour voir un petit peu mieux. Ok, je vais mettre un chose comme ça. Ok, donc là dans mon add, qu'est-ce que j'ai qui rentre? J'ai mon contour que j'ai détecté un peu plus tôt. Et mon constante qui passe dans un feedback un peu mystérieux, qui visiblement reste transparent, qui n'affecte pas l'image. Derrière, je vais mettre un nul à nouveau, qu'on va appeler résultat. Ok. C'est simplement ce nul, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il ne sert à rien, il n'affecte pas l'image. Ça va juste me servir à organiser un peu mieux mon effet et mieux vous expliquer. Donc là, ça me permet de changer le nom, enfin, je vais changer le nom de l'opérateur, juste pour que ce soit un petit peu plus parlant à la fin quand on aura terminé l'effet. Le feedback, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui est un peu particulier, qui permet de créer des effets de boucle qui sont super intéressants. En fait, le feedback, on va lui donner un... Donc vous avez vu, il a très peu de paramètres. On va lui donner un autre top en paramètres ici, en target top. On va le faire tout de suite avec résultat, on va voir ce qui se passe. Je prends l'opérateur résultat ici, je fais un clic gauche, je le sélectionne, je le fais glisser là-haut dans target top. Ok. Je vais remettre ma couleur ici, avoir un truc un peu plus bleu en fait. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là? On est en train de remplir totalement notre composition, on est en train de dessiner, de remplir totalement l'écran. Comment fonctionne le feedback? Le feedback, à chaque début de frame, donc là par exemple, mon projet tourne à 60 frames par seconde. Donc 60 fois par seconde, Touch Designer calcule toute l'image et en fait le rendu. À chaque début de frame, lorsque Touch Designer commence à faire fonctionner tous les opérateurs les uns à la suite des autres pour calculer l'image finale, le feedback, lui, il va me réafficher l'image de l'opérateur que je lui ai donné ici en paramètre, mais l'image de la frame qui a été calculée la fois juste avant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ici, cette partie du projet se calcule, c'est-à-dire que cette image arrive, son contour est détecté, il est ajouté ici à cette partie de la chaîne. Le feedback, lui, il lui redonne là la dernière image qui avait été calculée ici dans résultat. Je l'ai pris. Donc ici, résultat, je l'ai référencé comme ça. Je remonte pour référencer le résultat là-haut, je l'ai fait glisser ici. J'aurais simplement aussi pu. Donc là, je suis dans le feedback. Taper résultat pour créer la référence. Donc à chaque fois que je calcule une nouvelle image, je réutilise l'image précédente qui avait été calculée ici, résultat, et je la réinjecte dans mon système grâce au add. Donc en fait, au fil du temps, je suis en train de créer un empilement de couches de cette image-là. Je suis en train de la redessiner par-dessus elle-même, chaque frame après chaque frame après chaque frame. Ça reviendrait à ne pas... bon, je vais pas m'attarder sur cette explication, je pense que je vais me perdre. Je pense que c'est des effets que vous connaissez déjà, que vous avez déjà pu voir dans d'autres logiciels, si vous avez déjà touché à des choses comme processing ou quoi. Ça ne revient à ne pas vider le buffer image et à redessiner à l'intérieur aussitôt après, sans l'avoir cleané. Ici, le feedback, il a un paramètre qui s'appelle reset, qu'on peut utiliser là en faisant pulse. Lorsque j'appuie sur pulse, ou lorsque j'active le reset ici, il vient remplacer son image par l'image qu'il a en entrée. Donc ça permet de remettre l'effet un peu à zéro. Si je laisse le reset à lui-même, bon, l'effet va rester inactif. Et si j'utilise le bouton ici, là, je peux le remettre à zéro à chaque fois. Et donc ce que je vois, ouais. Un truc qui peut être pas mal là, si on met pause par exemple sur la timeline qui est en bas, ah yes, pulse, et quand bien, plus et plus, on va bien comprendre bien vu. L'image, ça s'additionne sur le feedback. Ah ouais, oui, bien vu, c'est carrément, j'y avais pensé en plus tout à l'heure. Merci Charlie, carrément. Ouais, très bonne remarque de Charlie, du coup, pour illustrer ce que je vous disais par rapport à ce qui se passe frame après frame. Donc là, j'ai stoppé ma timeline en bas en utilisant la barre d'espace. Je peux la stopper ici avec le bouton pause. Je vais reset mon feedback ici. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'analyser ce qui s'est passé frame par frame. Ok, donc là, j'ai stoppé le calcul, il a arrêté de calculer toutes les frames. On vient juste d'en calculer une. Donc ici, on a détecté le contour. On est passé dans le add, on a eu ce résultat-là. Vu que ce résultat, donc ce node nul là, il est référencé dans le feedback,
le feedback a récupéré ici la dernière image qui a été calculée là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais plus? Donc là, je vais simplement calculer une frame de plus. Ok. Zoom peut-être à fond dessus déjà, Colin, comme ça on va bien voir. Parce que là, vu que c'est bleu, moi personnellement, je voyais pas trop. Enfin, c'est pas la couleur spécialement. Non, non, mais t'as raison, je vais le mettre un peu plus clair pour qu'on voit mieux. Je vais refaire ça. Ok. Donc là, je vais faire plus et on va juste calculer une image de plus. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai toujours mon contour qui est calculé à partir de mon image d'entrée. Ok, rien qu'à changer de spécial. Ici, je viens m'ajouter au feedback. Et le feedback, qu'est-ce qui s'est passé dedans? En fait, il a récupéré. C'est un peu compliqué. Il a récupéré la précédente frame qui avait été calculée et il l'a ajouté à celle qui est encore. Ok. Et donc là, on voit maintenant qu'on a deux contours en fait qui sont dessinés l'un sur l'autre. Si je calcule à nouveau une frame en faisant plus, je vois que maintenant j'ai un troisième contour qui vient de s'ajouter, qui est en fait une image de plus qu'on a calculée qui se met par-dessus. Et donc, si je reste en play et que je fais ça au cours du temps, ben en fait, il y a tellement d'images qui vont s'additionner les unes sur les autres ça crée cet effet, on a l'impression que l'image s'est remplie. Il y a énormément d'effets hyper cool à faire à partir de ça, et on va tout de suite voir une façon de l'exploiter ce truc-là. Je vais revenir ici avec une couleur un petit peu plus foncée pour faire l'effet de add. Comment on peut exploiter ce truc-là sans avoir cet effet de remplissage qui reste tout le temps? À chaque fois que cette boucle se calcule, donc que notre image repasse dans le feedback, si on fait pardon, excusez-moi. Si on fait une toute petite modification sur l'image qui est repassée dans cette boucle de feedback, on va avoir des choses très intéressantes qui vont se créer. Par exemple, je pourrais ici décider qu'à chaque fois que l'image repasse dans cette boucle, elle se décale très légèrement vers la droite. Ok, je passe ici en pixels, je vais mettre ici 1. Ok. À chaque fois que l'image repasse dans la boucle, elle est décalée d'un pixel et réinjectée dans l'image d'origine. Ok. Je vais rejeter le feedback, vous allez voir le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, au fil du temps, comme à chaque fois je la décale d'un pixel, j'ai l'impression de créer une traînée qui part vers la droite. Déjà, ça c'est cool. Si je mettais 1 ici aussi, à chaque fois que ma texture passe dans la boucle, je la décale de 1 pixel vers la droite, 1 pixel vers le haut. Et du coup, je crée une traînée qui part comme ça à l'oblique. Ok. Autre chose que je peux faire, je peux ajouter encore un effet derrière ça. Je peux dire qu'à chaque fois que ma texture repasse dans cette boucle, donc déjà ici, on applique une transformation de position dessus. Je pourrais aussi dire que je veux qu'elle soit légèrement, je veux légèrement la faire disparaître pour pas créer cette espèce de gros aplat de couleur. Donc à chaque fois que l'image passe dans la boucle, elle revient par le feedback, elle passe par le transform qui la décale un petit peu, et moi je vais utiliser ici un level pour agir très légèrement ici sur l'opacité dans post. Donc créez un level, mettez-le entre le transform et le add ici, level. Dans la page post ici, là, on a un paramètre d'opacité, on va le mettre par exemple à 0,9. Ok, 0,9 c'est un petit peu léger, on voit pas très bien l'effet, on va le mettre à 0,95. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe là? Mon image qui passe dans la boucle, elle est systématiquement un peu décalée, un petit peu effacée. Ce qui fait que, à force d'être un petit peu effacée et un petit peu décalée, elle arrive de plus en plus près du bord de l'écran et elle est de moins en moins opaque. Donc en fait, ça crée des traînées qui petit à petit s'effacent. C'est ça la logique derrière le feedback. Et si je les efface encore un tout petit peu moins à chaque image, les traînées vont être un peu plus longues. Ok? C'est pas évident à capter la logique de cette opération qui s'additionne au début. Mais ça permet vraiment de faire des trucs extraordinaires. Le transform, je vais le supprimer et on va simplement garder cet effet. D'opacité. On va le descendre un petit peu, on va le revenir à 95. Voilà. Et ça, je vais le reset. En gros, sur le feedback, là, de la même manière, en fait, on vient baisser l'intensité de la ligne à chaque image. En fait, voilà, c'est ça. Du coup, ça crée cette espèce d'effet de rémanence des lignes. Alors attends, juste un petit souci, j'ai pas le même résultat que ce que j'avais. Voilà.
Je pense que c'est parce que je suis pas assez foncé ici. Voilà. Là, ça va nous créer un truc un peu cool avec le... Voilà. Ok. Moi ici, je choisis une couleur un peu foncée dans le edge. Parce que comme là, on travaille avec un add, avec les contours qui s'additionnent, ça va créer un petit effet de couleur où là où il y a de l'addition, on va être un peu plus clair. Et là, on n'a pas d'addition, on va être un peu plus foncé. Du coup, on va un peu mieux voir cet effet de rémanence. Donc, simplement pour essayer de reprendre le truc. Le feedback ici permet de récupérer la précédente texture qui avait été calculée et de la renvoyer dans une boucle. À chaque fois qu'on repart dans cette boucle, donc tout ce qui se passe entre cet effet de feedback et le moment où on recomposite les sources ensemble, ces opérateurs qu'on met ici, donc là par exemple le level, ça va être une opération qu'on va répéter dans cette boucle. Ici on a mis un level qui diminue légèrement l'opacité, et ce qui va nous donner cet petit effet de rébalance sur les de petites traînées comme ça là, sur les contours. Ok. En agissant sur sur ce paramètre d'opacité là, plutôt basé comme ça, voilà. Je peux jouer plus ou moins sur cette rébalance. Plus j'atténue en fait ce qui passe dans ma boucle, moins l'effet va fonctionner. Ici on a terminé l'étape 6 qui clôt ce workshop. On va passer ça en vert. Ok, on a ici une image carrée et on va aller la compositer très simplement par-dessus l'étape 2 qu'on avait déjà créée auparavant, qui était simplement notre texture initiale avec la fausse ombre. Donc ici je vais créer un add. Ok, et je vais mettre ça dedans. Voilà, donc là ça rajoute mon effet de contour par-dessus ma composition, ça conserve l'ombre. Et ensuite je vais le retrouver partout dans la suite de la compo. Ok. Yes. Et du coup maintenant notre étape 2 devient notre étape finale. Et voilà à peu près tout. Hein. Je crois que Charlie, j'ai rien oublié. Ah bah non, carrément pas, je pense que Et ben on va s'arrêter là pour les questions orales. Je vais couper stream et webcam, mais n'hésitez pas à continuer vos messages dans le live chat et d'attaquer continuer sur Discord. C'était cool d'avoir autant de participation, ça fait plaisir, ça motive pour en refaire par la suite. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'on se revoit bientôt pour des nouveaux workshops. Allez, ciao, ciao Charlie aussi. salut Colin, à plus.